Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Le bal continue quant à ces questions autour de l'eau, la pollution, la gestion, la salubrité, l'innovation. Et nous accueillons pour un thème qui s'affiche à l'écran. Je vais le lire avec vous. Gouverner l'eau en temps de crise, outils, compétences, financement. Voilà, il n'y a pas de point d'interrogation, mais on devine que ce sont des thèmes ombrelles que vous pourrez, selon vos territoires, vos expériences, vos expertises, approfondir à loisir. Peut-être vais-je démarrer pour une mise à flot, parce qu'on a parlé de cette gouvernance un peu ce matin. Je vais démarrer par vous, madame. Je vous propose de façon très simple, pour ceux qui nous rejoignent ou ceux qui ont besoin de cette pédagogie, un petit rapport d'étonnement. Qu'est-ce que vous avez entendu ce matin qui mérite d'être souligné? 1, 2, 3 points, humeur, commentaires, questions éventuelles. Audrey, je vous présente, Audrey Guiraud, vous êtes directrice d'études et responsable de l'agence Citadia Sud-Ouest. Donc Citadia, combien de divisions? La core mission, c'est quoi? On a 5 implantations en France. Donc, effectivement, moi, je suis sur l'agence de Montauban et j'interviens dans le sud-ouest. Qu'est-ce que vous savez faire essentiellement? Alors, moi, je travaille dans la planification. Voilà, Citadia, donc c'est un bureau d'études qui travaille dans la planification territoriale. Donc, concrètement, je travaille sur tout ce qui est schéma de cohérence territoriale, donc ce qu'on appelle les SCOT, ou les plans locaux d'urbanisme. Et donc, voilà, on réfléchit l'aménagement du territoire pour les 10, 20 prochaines années, voire plus loin, même 2050, dans le cadre de schémas d'aménagement régionaux. Notamment, c'est le cas actuellement dans les départements d'outre-mer, où ils travaillent sur cette planification à l'horizon 2050. Cette place de l'eau dans vos réflexions quotidiennes aux côtés des collectivités locales, vous la voyez croissante, vous la voyez critique, vous la voyez sur un mode souriant? Comment vous nous remontez ce qui se passe autour de vous dans le sud-ouest? Alors effectivement, dans le sud-ouest, on est particulièrement touché puisque c'est un des bassins les plus vulnérables face aux enjeux du changement climatique. Alors effectivement, on l'a vu ce matin, c'est une préoccupation majeure pour l'ensemble des territoires, alors que ce soit trop ou pas assez, c'est finalement ce qu'on a vu ce matin, ou même le sujet de la pollution, de la qualité de l'eau. Et aujourd'hui, en fait, on le voit depuis peut-être 2022 a marqué un tournant avec les sécheresses de 2022, où tous les territoires s'en sont saisis. Et donc, peut-être en rapport d'étonnement de ce qu'on a vu ce matin sur la question du silo. En fait, chacun intervient. Donc, en plus, moi, ça me parle particulièrement puisque moi, je réfléchis l'aménagement du territoire. Où est-ce qu'on va construire la ville? Comment on va la renouveler? Les routes, les écoles, les établissements, etc. Et effectivement, à côté de ça, il y a le sujet de l'eau. Mais ça vous a surpris, cette notion de silotage des décisions, des prises en compte? Pas du tout. Pas du tout, ouais, c'est pas un étonnement en fait. Exactement. Hélas, ouais. Exactement. Et peut-être la question du langage. Je pense que c'est important. Ce matin, on a eu en aparté quelques échanges avec des élus qui m'ont dit c'est intéressant, mais c'est vraiment complexe. Et je pense que le sujet de l'eau, c'est un sujet qui est complexe et qui a paru toujours obscur, en fait, effectivement, avec la myriade d'intervenants. On parle de risques, on parle de milieux aquatiques, on parle de tous ces sujets-là, avec des périmètres différents. Et en fait, ça paraît tellement compliqué qu'on n'ose pas commencer finalement à gratter. Ça paraît être un autre sujet quand on parle de planification. C'est une matière, sauf quand elle contient des PFAS, évidemment. L'eau, c'est quelque chose qui vous inspire. C'est une matière que vous aimez, sur laquelle vous aimez bien raisonner au niveau de votre bureau ou par attraction personnelle. Alors oui, tout à fait. Effectivement, à la base, je viens du monde de l'eau, très technique, très tuyau. Puis, au fur et à mesure, j'ai évolué vers la planification. Donc, ça me parle tout particulièrement. Mais peut-être quelque chose qui a été dit en filigrane, mais on l'a pas complètement dit, c'est que finalement, l'aménagement du territoire, donc quand on travaille sur les plans locaux d'urbanisme, c'est où est-ce qu'on va construire la ville, quelle occupation du sol on va avoir aujourd'hui et quelle occupation on va avoir demain, un lien complètement direct sur la manière dont l'eau va circuler sur le sol, dont elle va impacter le fameux grand cycle de l'eau, dont la manière dont l'eau va s'infiltrer, soit s'accélérer, ou au contraire s'infiltrer dans le sol. Donc finalement, toutes les réflexions qu'on a eues, on a parlé aussi de la question des captages, on y reviendra peut-être plus tard, mais toutes ces questions-là, c'est la manière dont on aménage et on vit le sol, à la fois en surface et la manière dont le sol est constitué aussi en profondeur, qui lui aussi a un impact sur le cycle de l'eau.
Ces journées vont faire de vos clients, de vos interlocuteurs, des gens plus formés avec leurs services, plus exigeants, plus connaisseurs du sujet eau. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel, émergent, sur lequel vous travaillez, vous, et qui n'a pas encore été évoqué ce matin, qui va forcément impliquer le binôme de gouvernance territoriale, en tout cas EPCI, élus et agents, juristes ou techniciens? Alors, on l'a peut-être un petit peu abordé quand même, mais c'est la question du ruissellement. Puisque aujourd'hui, la question du ruissellement nous impacte directement, puisque finalement, c'est un petit peu partout qu'on le retrouve. Avec, c'est vrai que quand on parle d'un cours d'eau, on le voit, on voit le cours d'eau qui déborde, mais le ruissellement, finalement, on le retrouve partout. Et il est notamment aujourd'hui de plus en plus exacerbé, parce qu'aujourd'hui, on a des événements toujours plus courts, plus intenses, et qui viennent impacter aussi un aménagement, une imperméabilisation des sols, mais aussi une évolution des pratiques agricoles, puisqu'en France, on a quand même un territoire très agricole. Et aujourd'hui, on a des territoires qui sont inondés, qui ne l'étaient pas du tout avant, par ce phénomène de ruissellement. Jean, Gérard et Philippe, je vous propose vous aussi de participer à cette recension des points clés qui ont été partagés ce matin. Et puis sur cette bonne base, on pourra aller vers ces questions de gouvernance et puis d'actualité parlementaire avec mon voisin. Peut-être Jean Launay, donc président de ce comité national de l'eau qui devient un sujet. C'est un rêve pour vous que de voir ce sujet être ainsi, en tant qu'acteur majeur de nos politiques de l'eau, être ainsi mis au firmament? Oh, c'est pas un rêve, c'est la réalité qui nous rappelle que c'est important de la considérer comme telle. En tout cas, mais Madame vient de le dire, la sécheresse et la canicule de 2022 a aussi été un révélateur important dans cette prise de conscience des enjeux à la fois qualitatifs et quantitatifs sur du sujet de l'eau. En rebond de ce qui a pu se dire ce matin, Madame Huot a utilisé une formule dont je réclame immodestement la paternité. L'eau est le marqueur du dérèglement climatique. Je rajoute par ses excès ou par ses manques. Donc les excès, c'est le trop d'eau, les inondations, submersion marine, remontée du trait de côte, et puis le pas assez d'eau, les sécheresses canicules avec toutes les conséquences, feux de forêt, etc. Donc ce sujet, il est... Mais Régis Ten l'a bien dit ce matin, il a dit l'eau comme fait politique. Et là aussi, je réclame d'avoir été un peu à l'inspiration de tous les processus nationaux qui ont touché ce sujet. Je rappelle qu'en 2017, clôture du 100e congrès des maires de France, le président de la République, en s'adressant aux maires, 5 minutes sur le sujet de l'eau, dit, mesdames et messieurs les maires, quel est l'enjeu pour vous? Sous-investissement des collectivités locales, lutte contre les fuites, interconnexion de réseaux. Nous allons faire des assises de l'eau. J'étais coordinateur général des assises de l'eau, nommé par Sébastien Lecornu à l'époque. Et puis il y a eu une deuxième phase des assises de l'eau sur le grand cycle. Alors même si chacun convient ici qu'il n'y a qu'un seul cycle de l'eau, mais moi je m'étais fait interpeller dans le cadre du comité national de l'eau par surtout des représentants d'associations de protection de la nature. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? L'eau, c'est pas, on travaille pas que pour les marchands de tuyaux, c'est un sujet global. J'ai poussé pour qu'il y ait une deuxième phase des assises de l'eau, et à cette époque-là, on a traité dans 4 groupes de travail des sujets d'économie d'eau, déjà. C'est ce que vous appelez la sobriété hydrique? La sobriété. Le mot sobriété, il a commencé à émerger à ce moment-là. Il a été réaffirmé encore plus dans le cadre du plan eau. Je vais y revenir. Et puis, économiser l'eau, partager l'eau, donc entre les usages, protéger l'eau, et là on allait sur les sujets qualitatifs, et solutions fondées sur la nature, on va vers les solutions à mettre en œuvre sur les territoires. Phase suivante, Varenne agricole de l'eau et du changement climatique. Donc on retrouve notre changement climatique, évidemment, c'est post-sécheresse 2022 de Normandie, me demande de participer à la table, d'être animateur de cette thématique 2 sur les retenues de substitution. Moi, je n'utilise pas
il est banni de mon vocabulaire le terme bassine. D'accord. Et puis ensuite, le chantier eau de la planification écologique lancé par Elisabeth Borne et le Comité national de l'eau. J'ai mis 6 groupes de travail en route pour en faire la conclusion politique début 2023 avec les annonces qui ont eu lieu par le président de la République lui-même. Et donc, pour moi, c'est un fil continu d'action, de suivi. Et évidemment, les sujets de gouvernance et de financement, ils sont pour moi prégnants. Alors, vous défendez une approche par bassin, hein, c'est quelque chose qui est... C'est la loi sur l'eau. Oui, tout à fait, mais là, vous n'êtes pas en porte-à-faux, disons, sur ce sujet. Peut-être nous dire 2022, alors d'abord, y a-t-il eu une date avant 2022 amenant à des prises de conscience au plus haut niveau, je veux dire dans l'opinion publique? Et deuxièmement, quel est le chiffre important de 2022 de cette sécheresse, ou c'était une sécheresse, non? Pardonnez-moi, oui. Tout s'efface, hein, on est d'accord. Qu'est-ce que vous retenez essentiellement comme chiffre, élément critique et statistique de 2022 qui inspire nos réflexions du jour aussi? Peut-être un petit retour en arrière. Les dates fondatrices, quand on parle de l'eau, c'est la loi de 64. Non, pas en termes réglementaires. Je pense, on y viendra, mais en termes de saisissement de l'actualité, ça peut être une actualité heureuse hein, d'ailleurs, mais quelque chose qui amène à vulgariser, à populariser le sujet de l'eau. Indéniablement la sécheresse de 2022, la canicule de 2020, indéniablement. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2-3 chiffres? Ah bah c'est plus d'1 millier de communes en coupure totale ou partielle, alors que c'est la responsabilité première des collectivités locales de fournir une eau qualité, on y reviendra, et en quantité aux populations. C'est des sources qui coulaient, dont les élus pensaient que à vitam aeternam elles allaient continuer de les desservir. Et manifestement, avec certains départements en déprise complète et qui n'avaient probablement, quand je dis des départements, c'est pas leur compétence, mais dans des départements qui n'avaient pas anticipé ce risque-là, je pense à la Creuse, et puis cette sécheresse qui perdure et qui marque profondément beaucoup de territoires de l'arc méditerranéen avec la des situation températures particulière des Pyrénées-Orientales, ou des durées et des durées de sécheresse, et des durées sans précipitation pendant très longtemps. Et même si depuis il est tombé un peu de pluie, une fragilité structurelle qui subsiste. Gérard, alors pardonnez-moi, Saint-Bille, oui. Est-ce que je l'ai prononcé correctement? Donc vous présidez ce syndicat mixte ententoise N, c'est ma région, et vous avez vice-présidé le CEPRI. Le CEPRI, c'est votre institution de cœur? Alors, l'institution de cœur, si jamais je prends dans la chronologie, c'est le syndicat, c'est l'OPTB Oise-N qui s'est créé en 1968 et que je préside depuis 2002. Donc, je suis venu au CEPRI ultérieurement, même si j'ai été à la création quand ça a été fait du temps du ministère de Nelly Olin et que ça avait été créé à Tours. C'est quoi le CEPRI, pardonnez-moi? C'est le Centre européen de prévention du risque inondation. C'est-à-dire que, on a un certain nombre de membres, collectivités, syndicats et même d'autres institutions, comme par exemple, on travaille avec l'association, l'AFB, l'association des banques françaises de bâtiments, pardon, pour essayer de voir, dans le cadre de la mise à niveau du bâti, dans le cadre de la réduction de la vulnérabilité, quelles sont la manière dont on peut donner des outils aux artisans qui sont appelés, mais et d'autres structures. Je voudrais d'abord, si vous le permettez, par rapport à la première question. Sur ce matin, on a eu un jeune dont j'ai oublié le nom, d'une association qui a évoqué le fait de l'étude qu'ils ont faite. Il a évoqué 5000 personnes qui ont pu répondre à un questionnaire et il en a donné des chiffres. Ça m'a interpellé parce que je siège aussi au comité de bassin de l'Agence de l'eau Seine-Normandie et on a eu tout récemment, la semaine dernière, le comité de bassin qui a fait le retour de l'enquête qui avait été lancée par rapport au SDAGE, au deuxième programme, etc. Et il y a 2 méthodes pour aller chercher la manière dont c'est appréhendé par les Français.
il y a eu sur l'enquête de l'Agence de l'eau que 2000 personnes qui ont répondu sur 18 millions de personnes qui sont dans le bassin. Il y a eu 70 collectivités, alors qu'on a, même si c'est pas obligatoire que ces collectivités répondent, il y a eu que 70 collectivités qui ont donné un avis, dont 18, c'était les chambres d'agriculture qui ont toutes donné un avis identique, négatif. Parce qu'il y a cette dualité, j'y reviendrai certainement dans le courant de la table ronde, entre les associations de défense de l'environnement et les agriculteurs, qui, au lieu d'essayer de se mettre autour de la table pour travailler, sont constamment en agressivité les uns contre les autres. Et je pense que c'est pas la bonne manière, mais j'y reviendrai. C'est un hommage à ce qui m'a interpellé, c'est que certainement que on a besoin d'avoir des outils plutôt comme cette association, comme cette ONG pour aller chercher la position qu'ont les Français, parce que il y avait 91% dans les statistiques qui sont ressorties de l'étude par l'Agence de l'eau qui était un avis favorable. Mais est-ce que c'est sérieux quand il y a que 2000 personnes? C'est la question que je me pose, donc je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. La deuxième chose, c'est par rapport à la deuxième table ronde où il a été évoqué le fait de la cohérence et de la coordination des acteurs. Ça a été évoqué, beaucoup de gens ne savent plus qui fait quoi, comment sont réparties les compétences ici et là entre l'eau, l'assainissement, la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations, le ruissellement, etc., etc. Et on a besoin de clarifier tout ça, et je le dis sans qu'on nous change les lois tout le temps, au gré des humeurs de quelques sénateurs ou quelques députés qui, à un moment donné, déposent, ça a été dit, je crois, ce matin, aussi, trop souvent, il y a des nouvelles lois qui arrivent, il faut déjà asseoir la gouvernance pour que ça puisse fonctionner, quitte à l'amender un petit peu. Et je pense que ce qui est important, effectivement, c'est qu'il y a eu une confrontation, enfin une cohérence et une communication entre les différents acteurs de l'eau pour qu'on soit cohérent. Et c'est ce que nous essayons de faire dans notre syndicat, puisque quand on a été amené à changer les statuts après la mise en œuvre de la GEMAPI, nous étions depuis 1968 jusqu'à 2018, nous étions une entente interdépartementale et on agissait sur l'ensemble du bassin versant de l'Oise et de l'Aisne parce que les seuls membres que nous avions, c'était les 6 départements du bassin. Depuis, il y a 70 EPCI, il y en a que 29 qui sont rentrés dans le syndicat parce que il y en a, ils sont château d'eau, ils veulent pas payer des cotisations au sein de la structure, ce qui fait qu'il n'y a plus de solidarité amont, aval comme ça existait. Mais nous avons tenu, pour ce qui nous concerne, à mettre en place des commissions hydrographiques. Ce sont les périmètres définis par l'Agence de l'eau, où on réunit tous les acteurs. C'est-à-dire qu'on fait venir les élus du territoire, on fait venir ceux qui ont les autres compétences pour essayer de réfléchir ensemble et faire remonter. Donc c'est ça qui m'a frappé et je pense que l'outil de la coordination, ça a été aussi évoqué ce matin, c'est certainement les sages, mais les sages, il y en a malheureusement pas partout. C'est extrêmement long à mettre en œuvre, c'est trop compliqué et je pense que là-dessus, on a des moyens de faire progresser. D'accord, merci. Alors j'ai bien évidemment été frappé par la table ronde avec Madame le maire de cette petite commune de 83 habitants, et c'est pour ça que j'étais intervenu pour dire que je ne comprends pas aujourd'hui qu'alors qu'il y a quelques collectivités qui subissent ces problèmes des PFAS, on ne soit pas dans une situation où tous ceux qui sont en gestion de l'eau potable ne mettent pas l'obligation dans les entêtes qu'ils font régulièrement et dans les rapports d'activité, dans les rapports qu'ils donnent chaque année, qu'ils ne fassent pas cette analyse pour qu'on ait vraiment une cartographie des territoires touchés. Ça donnerait certainement de la force et de l'assistance à Madame le maire en la matière. Merci. On termine le tour de table et ensuite on se penchera peut-être sur cette gouvernance, dans quelle mesure elle est à la hauteur des défis qui sont identifiés ou de ceux qui s'annoncent. En une phrase, vous nous direz comment vous l'évaluez, en une phrase ou en tout cas quelques phrases. Et on ira ensuite vers Maître Bluteau quant à des évolutions réglementaires législatives attendues dans les tuyaux ou optimales. Et puis, ma foi, après, on pourra échanger ou continuer de se promener. Alors, Maître Bluteau, juste pour vous présenter, vous allez me dire ce que vous étiez là en partie ce matin. Hein. Super. J'ai quelques petites phrases clés que vous avez concoctées pour le compte-rendu et je vais les déflorer. C'est juste pour vous situer. Voilà. Il y a des punchlines que vous pouvez retenir. Maintenant, ce n'est pas forcément là-dessus que je vous demanderai de réagir. C'est plus sur ce que vous avez entendu ce matin ou les propos de vos voisins. Et puis, peut-être nous créer de nouvelles punchlines pour tout l'après-midi. Voilà, on ne calmera le stress hydrique que par la planification démocratique. La question n'est plus de savoir s'il faut réduire les prélèvements d'eau, mais qui doit décider des efforts. Il serait sage
de faire des sages la clé, un document systématique, concerté, opposable et prescriptif, fermez les guillemets, et enfin, le niveau intercommunal n'est pas toujours idéal. Je vous cite, hein. C'est bon ? C'est pas mal, hein, ce qu'il dit, le garçon, là. Et il n'y a pas que des pirates qui naviguent sur l'eau, certains la prélèvent. Alors, ce matin, non pas de vous, mais qu'est-ce que vous avez retenu comme intervention remarquable à partager maintenant ? Monsieur Leprat, faut pas faire ça. Faut pas dévoiler comment on fabrique les andouillettes, les lois et les colloques. Là, vous m'avez transparence. C'est comme dans les restos. Sans explication préalable, on voit les coulisses. Les coulisses, c'est important. Ce qui m'a frappé, c'est que même si la matinée était en fait consacrée à aborder le sujet de l'eau comme menace, alors que cet après-midi, finalement, on l'aborde comme ressource. Il y avait déjà, tout au long de la matinée, une problématique qui ne pouvait pas être traitée de front, parce que ce n'était pas le sujet principal, mais qui nous revient en boomerang davantage cet après-midi, qui est celle de l'intercommunalité, qui est celle de savoir quelle est la bonne instance pour gouverner l'eau en temps de crise, puisque c'est le nom de table ronde. Et on a entendu des tas de choses. En temps de crise, en temps normaux ou en temps de crise, c'est-à-dire trop d'eau d'un seul coup ou pas assez ? Non, mais là, en l'occurrence, en temps de crise pour nous cet après-midi avec l'eau vue comme ressource, c'est d'abord la crise de la raréfaction de la ressource. Et vous parliez de la sécheresse de 2022. Oui, enfin, on est d'accord. Les études du BRGM sont très claires quand même. On va vers moins de précipitations, moins de débit dans les rivières, moins de nappes phréatiques. Et pourtant, on a des besoins qui seront au moins toujours les mêmes. Donc, va se poser la question très politique avec une déclinaison juridique, et c'est là où ça me passionne, c'est que qui va décider de la répartition de l'effort ? Qui va piloter ce changement des comportements? Et ce matin, vous avez eu des débuts de réponse ? Voilà. Et ce matin, beaucoup parlaient de l'intercommunalité, soit pour dire avec raison qu'elle permettait une mutualisation des moyens, soit pour dire aussi avec raison que parfois elle était tout à fait insuffisante. C'est dans ce sens-là que j'ai dit le niveau intercommunal n'est pas toujours idéal. Parce que c'est M. Ten qui disait ce matin, mettre des pauvres avec des pauvres, ça n'a jamais permis de faire avancer la cause. Et on l'a très vite compris en France. M. Delaunay évoquait déjà la loi de 64. C'est bien parce qu'on s'est doté au niveau des bassins et au niveau de chaque unité hydrologique cohérente de sages, donc avec des commissions locales de l'eau, qu'on a d'emblée appréhendé le sujet de la gouvernance de l'eau à côté des structures intercommunales qui, par ailleurs, ont toute leur légitimité. Et il me semble qu'il y a plein de sujets en termes de gouvernance, dont on va sûrement parler, qui viennent de cette friction-là. Et notamment, il y a un sujet qui me semble fondamental, c'est que dans la loi, on dispose déjà de moyens qui permettent de réguler ces prélèvements en eau, ces usages de l'eau. Bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais je rappelle quand même que le Code de l'environnement prévoit que les sages, ceux qui pourtant couvrent à peine la moitié du territoire, peuvent prévoir dans leur règlement une répartition en pourcentage du volume d'eau disponible selon les catégories d'utilisateurs. Pardon, mais les outils de la planification, on les a. On se rend compte que pour des raisons très pratiques ou de lenteur administrative, il faut 3 ans pour sortir la composition d'une commission locale de l'eau, aujourd'hui, on ne sait pas approprier ces outils de régulation. Et donc, j'en reviens à mon point. La question, c'est de savoir qui est légitime pour réguler. Et pour réguler, je m'arrête là, je vous promets, ces conflits, parce que c'est là où forcément le juriste commence à être interpellé, c'est que la raréfaction de la ressource provoque des conflits d'usage, mais qui se matérialisent désormais, qui ne sont plus des idées en l'air. Quand vous voyez qu'il y a des SDAG sur la génération 2022-2027 qui n'ont pas été approuvés à l'unanimité par les membres des comités de bassin, c'est bien le signe qu'il y a des tensions croissantes. Et vous disiez d'emblée, en toute transparence, que, évidemment, les visions des associations de défense de l'environnement et des organisations représentatives des agriculteurs, ces relations-là ne sont pas au beau fixe. Donc, on a des conflits. On a des conflits même qui arrivent devant la juridiction administrative désormais. Il ne me semble pas inintéressant de signaler que le tribunal administratif d'Orléans, en décembre 2024, a tranché, a rejeté la requête introduite par plusieurs organisations d'agriculteurs, la FNSEA essentiellement, contre le SDAG
de Loire-Bretagne. C'est-à-dire que ces instances de gouvernance... De Loire-Bretagne. De Loire-Bretagne, oui. oui. Les instants, oui, parce que oui, en fait, le TA est le siège c'est le siège du comité de bassin qui détermine le TA compétent. Mais ce qui est intéressant, c'est que les organes actuels ont abouti à un SDAGE, je sais pas, directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui forcément mettait le pied dans ce débat fondamental de la répartition de la ressource, avec des éléments qui sont opposables, en partie aux autorisations après d'ouverture, etc. Et les agriculteurs, via cette organisation-là, ont porté devant le juge administratif la question de la légalité de cet outil de régulation. Vous voyez bien que désormais, le conflit, il est ouvert, il est civilisé, il prend la forme de contentieux, évidemment, mais il est désormais saisi par le droit, et ça fait que commencer, à mon avis. Et on en est où de cette saisine ? Alors, le tribunal administratif a rejeté la requête, après une décision très détaillée, qui prenait argument moyen par moyen, et qui notamment, quand même, a dit pour la première fois que lorsque les comités de bassin élaboraient les SDAGE, le comité avait un pouvoir d'appréciation qui faisait que, quant à la pertinence des choix, le juge se limitait à l'examen, à un contrôle restreint, comme on dit, l'examen de l'erreur manifeste d'appréciation ou de l'inexactitude matérielle des faits. Mais il me semble qu'on ne peut pas raisonner sur outils, compétences, financement en temps de crise sans saisir à bras-le-corps cette question-là et constater que l'instance légitime n'est pas forcément les intercommunalités qu'on a en tête et auxquelles on confie la distribution de l'eau au quotidien. Alors, si je peux me permettre, je rappellerai que les comités de bassin, on les appelle les parlements de l'eau. Et un parlement, on va peut-être pas faire la comparaison avec ce qui se passe à l'heure actuelle, un parlement, il débat, il amende et il vote de manière à ce que les choses puissent avancer. Mais la difficulté que l'on a entre les associations de défense de l'environnement et les agriculteurs, qui sont tous les deux entendables dans leur position, c'est que le monde agricole, on le contraint dans des conditions qui sont extrêmement difficiles pour eux sur le plan économique, et on ne les accompagne pas suffisamment dans le changement indispensable de leurs pratiques. Et tant qu'on n'aura pas compris que pour accompagner des changements, il faut être à côté et pas contre, je pense qu'on n'avancera pas. Je viens de la Loire. J'habite à Blois, Loire-et-Cher. Il y a ce fleuve qui passe à côté. Madame Guiraud, vous êtes d'accord pour que le fleuve Loire, en temps voulu, ait une personnalité juridique et puisse rester en justice et être représenté aussi par des individus qui parleront en son nom. Vous êtes au courant de ça, de cette démarche ? Oui, pardon, avec le micro, je vous en prie. Juste, c'est une petite incise. Là, on parlait de parlement. La Loire. Oui, une personnalité juridique demain ? Oui, tout à fait. C'est une bonne idée ou pas ? Je vois des noms. C'est vrai que je me suis pas, je me suis pas projetée sur le. Jean Lenay, il y a l'établissement public Loire qui existe, qui est un syndicat qui intervient sur la Loire, qui est l'établissement public territorial de bassin. La question qui est posée est différente, Gérard. La question est de savoir si un fleuve peut avoir ou une rivière peut avoir la personnalité juridique. Moi, je dis fermement non. Qui s'arrogera du droit de parler en son nom ? C'est que ça. Alors, laissons-la vivre. Ouais. Faisons-la vivre comme il faut, la rivière, le fleuve. Donnons-nous les moyens d'organiser la vie autour d'elle, comme ça a été le cas par le passé. Corrigeons les désordres qu'on y a mis dans le cours, dans la vie, dans la vie aquatique, vous aimeriez défendre la Loire ? Non mais là, vous faites référence à une curiosité du droit indien qui a conféré la personnalité morale à un cours d'eau. Ça peut se comprendre dans un environnement juridique anglo-saxon. C'est pas notre culture. On a quand même de vrais problèmes à résoudre et des vrais arbitrages à rendre. Il me semble plus intéressant de travailler à l'amélioration démocratique, je suis tenté qu'elle soit contestable, mais de la composition des instances qui devront affronter ces sujets que d'avoir des débats universitaires sur le fait de savoir si 3 molécules d'eau ont la personnalité morale. Est-ce que je peux juste rebondir en fait sur ce qui a été posé comme question, de se dire finalement qui arbitre ?
Et donc, cette question, en fait, on est confrontés, nous, très régulièrement sur les territoires. Donc, par exemple, je travaille sur le SCOT du Grand Libournais, 130 communes. Donc, on a la problématique de la ressource en eau, puisqu'on tape dans la nappe profonde, qui aujourd'hui, en fait, on a dépassé tous les seuils autorisés de prélèvement. Donc, note d'enjeu de l'État qui dit, si vous réglez pas cette problématique de l'eau, il n'y a pas de développement possible sur le territoire. Un territoire donc proche de l'agglomération bordelaise. Donc, face à ce constat, le PETR, finalement, il n'a pas de moyens coercitifs pour dire aux syndicats, écoutez, travaillez sur l'interconnexion, trouvez d'autres solutions, sachant que les solutions, elles sont bien au-delà, en fait, du périmètre du SCOT, hein, puisqu'on a cette problématique donc des nappes profondes de Gironde. Donc, on était un peu dans l'impasse. Donc là où c'est intéressant, c'est que finalement, on a fait donc des assises de l'eau, on a réuni tous les acteurs de l'eau, on a partagé le constat, la difficulté commune des syndicats des eaux avec des problématiques de fuite, en fait, toutes les problématiques qu'ils avaient. Et en fait, on s'est quand même mis en ordre de marche. On a eu plusieurs plusieurs instances sur lesquelles on a pu travailler ensemble sur un programme d'action qu'on a adapté en fonction des projections aussi voulues par le territoire, donc là, le SCOT, pour adapter, revoir aussi leur programme d'action et mieux les coordonner pour qu'on puisse arriver à sortir un peu de l'impasse, à savoir qu'il y a une modernisation en fait des schémas de cohérence territoriale qui permettent aujourd'hui, au-delà des seules prescriptions, de prévoir un programme d'action. Et donc en fait, tout le monde s'est mis autour de la table et a donc identifié un programme d'action. Donc urbanisme et eau, dans lequel, à minima, 2 fois par an, il y a des rencontres qui sont prévues avec un ordre du jour, puisqu'il y a eu vraiment une émulation, tout le monde a décidé à jouer le jeu, tout le monde. Sauf que quelle perspective en fait pour les prochaines années, une fois que le document est approuvé, qu'est-ce qui va se passer derrière? Et donc c'était pour assurer en fait, inscrire dans le temps, au moins à minima, cette animation. Oui, si vous permettez, je veux rebondir sur l'intervention d'Audrey Guiraud sur le lien entre l'eau et l'urbanisme. Et ensuite, je reviendrai à la loi de 64 et au fonctionnement du CNE que j'ai l'honneur de présider depuis 2012. Dans le cadre du plan eau, du chantier eau de la planification écologique, je vous ai dit tout à l'heure rapidement que j'avais mis 6 groupes de travail en place. Et dans un groupe de travail, j'avais associé la Fédération des SCOT pour qu'on ait justement ce débat sur l'eau et la ville, l'eau et l'urbanisme. Et d'ailleurs, dans un décret signé par le défunt Premier ministre François Bayrou et par Agnès Pannier-Runacher le 8 septembre, que j'ai été chercher au forceps, j'ai fait rentrer la Fédération nationale des SCOT dans le Comité national de l'eau. Alors, le CNE, c'est ni plus ni moins que la représentation au plan national que les représentations qu'on a dans les bassins. Gérard Saint-By siège à Seine-Normandie, au comité de bassin Seine-Normandie. Moi, je siège à celui de Dour-Garonne. Mais c'est exactement le même type de représentation. C'est-à-dire qu'on a toutes les strates, tous les services de l'État, toutes les strates de collectivités locales, qu'on a les usagers économiques dans toute leur diversité, industriels, énergéticiens, agriculteurs bien sûr, et les usagers non économiques avec en particulier la pêche, les associations de protection de la nature, j'en passe, et des meilleurs. Donc le CNE, comme les comités de bassin, sont des instances de démocratie participative, et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur cette loi de 64, parce que pour moi, elle porte en elle-même des concepts qui ne sont rentrés dans le débat public et dans le débat politique que bien plus tardivement. Décentralisation, déconcentration, démocratie participative et fiscalité écologique. Parce qu'au passage, Bercy n'aime pas. Les redevances, Bercy n'aime pas, parce que c'est des taxes affectées. Bien sûr, ouais. Je rappelle aussi un petit point d'histoire, mais comme j'ai un peu d'âge et j'ai un peu de mémoire, que en 65, le jeune inspecteur des finances, Michel Rocard, a été mandaté pour tuer la loi de 64. On lui a demandé de mettre un rapport qui condamnait ceux qui avaient été votés dans la loi de 64. Et il a rendu un rapport inverse. C'est-à-dire, ça légitime pour moi l'ancrage au territoire. Après, bien sûr, on peut toujours, en termes de gouvernance, faire mieux. Un rebond encore sur ce qu'a dit Maître Bluteau. J'ai été maire pendant 25 ans. Et la compétence, aujourd'hui, elle est communale. Elle devait passer aux EPCI.
je n'ai jamais été persuadé à titre personnel que c'était la meilleure des solutions, parce qu'il n'y a pas forcément coïncidence entre, d'abord les EPCI sont de taille très variable, il n'y a jamais coïncidence avec les bassins ou les sous-bassins versants, c'est pas eux qui porteront les sages, et puis je crains, moi, dans les EPCI, que l'argent de l'eau disparaisse dans un pot commun qui mêle déjà souvent beaucoup d'autres compétences. Alors, en matière de transparence, Maître Buteau, nous sommes convenus avec les organisateurs que cette question soit lancée et que chacun d'entre vous y répondiez de façon autonome. La voici, cette question, elle est complètement basique, de votre point de vue. Et moi, je vais rajouter, donnez-nous une note sur 10. La gouvernance de l'eau est-elle apte à répondre aux défis posés? Bon, je fais semblant de lire, mais c'est bien moi qui l'ai écrite quand même. Et vous pouvez répondre sur un plan local ou national, et en évoquant autant les fondements de cette gouvernance que ses grains de sable. Note sur 10. Jean Launay. 5. Allons-y. 5. Alors, OK. Qu'est-ce qui marche bien aujourd'hui dans ces 5 que vous attribuez? Ce qui marche bien, c'est le principe d'avoir tous les acteurs autour de la table dans un comité de bassin. Ça, c'est fait. Ou dans un conseil d'administration d'une agence de l'eau. Ce qui marche bien, c'est la moitié de la France qui est couverte en SAGE. Mais ça veut dire que l'autre moitié ne l'est pas, ou pas assez. Et pourtant, ça me semble être l'instrument de déclinaison des SDAGE qui est primordial pour réussir à mettre tous les acteurs, et on sait qu'ils sont nombreux, autour de la table. Je serai, monsieur le maire de Niort, vendredi dans le Marais Poitevin. On va aborder ces sujets d'organisation. Qu'est-ce qui empêche une création de SAGE ou de SDAGE, pardon, de SAGE, le processus est long. Un gouvernement entier des SAGE, blabla, etc. Qu'est-ce qui empêche une création de SAGE dans un territoire? C'est un point de droit ou un point de personne? C'est pas a priori un point de droit, encore qu'on peut le simplifier. Mais c'est surtout un point de participation et de volonté des acteurs. Moi, je dis souvent, et j'ai été, pourtant, je vous l'ai dit, j'ai été élu 25 ans, élu local. Les élus ne se sont pas forcément suffisamment appropriés le sujet de l'eau. Et là, ils y sont contraints par la pression sur la ressource. Si on doit passer à 7 sur 10 pour vous satisfaire, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il faut se mettre autour de la table pour trouver des procédures qui soient plus intégratrices entre tous ceux qui ont leur propre clé d'entrée. Quelle table? Une table locale? Évidemment locale. D'accord. Le plus local possible. Surtout que l'État ne décide pas pour les territoires. D'accord. Gérard, je vous vois piaffer là. Non. Quelle note d'abord? Piaffer, non. Je vais dire 5 parce qu'il y a des choses qui vont et des choses qui vont pas et que c'est difficile de classer trop ça. Lorsque la GEMAPI a été mise en place, moi j'ai été extrêmement critique parce que justement par rapport à la loi sur l'eau de 1964, on a cassé un outil qui était basé, quand il existait, il faut reconnaître, sur le bassin versant. Oui, c'est important. Ouais. Sur le bassin versant, qui est la meilleure approche en termes de périmètre pour gérer l'eau. L'eau ne connaît pas les dimensions, les limites administratives dans le PCI. Donc voilà. Quand j'ai dit ça, je pense qu'il faut surtout pas changer, comme je disais tout à l'heure, la loi constamment. Parce que sinon, on n'arrive plus à mettre les choses en place et ça remet tout en cause. Par contre, aujourd'hui, par rapport au vécu et au niveau du CPRI, on voit ce qui se passe dans un certain nombre d'autres structures de gestion GEMAPI. Il y a un peu de tout qui se met en place. Il y a des endroits où ce sont des comités, métropoles, par exemple, qui ont conservé la compétence GEMAPI. Pourquoi pas, si le bassin est à l'intérieur de leur périmètre. Mais dès lors que le bassin dépasse le périmètre, il faut qu'on soit sur une autre structure. La métropole, la communauté de communes, la communauté d'agglomération seront dans la gouvernance de cette nouvelle structure. Ils pourront donc faire passer les messages qui sont les leurs par rapport à leurs besoins. Et on retrouve cette solidarité de bassin que l'on perd autrement. Dans d'autres cas, il y a des collectivités EPCI qui ont justement pris cette option-là, en disant je rentre dans le syndicat de bassin, qu'il soit EPAGE ou EPTB, je lui transfère ou je lui délègue la compétence. Après, on laisse les élus de territoire décider. Nous, pour ce qui nous concerne, on a exigé le transfert parce que la délégation c'est facile. On fait les travaux sur un territoire et après on s'en va parce qu'on délègue plus. Et à ce moment-là, on met à mal la structure. Mais c'est aux élus du territoire de choisir. Mais ce qu'il faudrait, c'est que
à l'image de certains, ils rentrent dans le syndicat pour les cours d'eau qui dépassent les périmètres de la structure qu'ils administrent, le PCI, et qu'ils gardent éventuellement la GEMAPI s'ils ont la totalité du bassin. Je voudrais aussi revenir sur une chose particulière dans la gouvernance, c'est le problème. La GEMAPI, c'est 4 items de l'article L211.7 du Code de l'environnement, et il n'y a pas le ruissellement. Le ruissellement, c'est l'item 4 qui, malheureusement, combine deux compétences différentes. La compétence gestion des eaux pluviales et la compétence érosion des sols et coulée de boue. Moi, je prône que l'on ventile cet item 4 en 2, de manière à ce qu'on puisse rattacher l'érosion des sols et le ruissellement qui touchent énormément les zones rurales, qui sont aujourd'hui le plus grand nombre en crue par rapport au débordement de cours d'eau. Ça touche beaucoup moins d'enjeux, mais c'est quand même le plus grand nombre. Aujourd'hui, il y a énormément de collectivités. Vous n'avez qu'à demander à la CCR, à la Caisse centrale de réassurance, ils vous donneront les chiffres. C'est assez impressionnant. Et que la gestion des eaux pluviales, qui est là, la gestion par des réseaux et des tuyaux au niveau de la gestion urbaine, reste dans la compétence à une échelle commune ou intercommunalité décidée pour moi. Donc après, bien évidemment, il faut qu'il y ait une cohérence, parce que souvent, ce qui arrive du milieu rural peut revenir dans le milieu urbain. Donc il faut conventionner pour des bassins qui sont intermédiaires, il faut passer des accords, il faut essayer de faire en sorte. Mais il faut clarifier ça. Je vais vous donner un exemple. Sur un des territoires à risque important que nous avons sur notre bassin, qui est sur la communauté d'agglomération de Chauny-Ternier-Lafer, qui est dans l'Aisne, juillet 2021, inondation, fortes pluies qui ont inondé 15 000 hectares de terrains agricoles. Le préfet réunit tous les acteurs, y compris la Chambre d'agriculture, les syndicats agricoles, qui lèvent la main et disent « Ouais, vous l'entente, vous êtes responsable des inondations, indemnisez-nous ». Sur quoi j'ai répondu « Non, nous recevons une taxe GEMAPI et des financements qui nous permettent d'agir vis-à-vis du monde agricole. J'ai signé des conventions avec le monde agricole en 2006, où là, on a réalisé des ouvrages de surstockage où on inonde des terrains agricoles. On a un protocole d'indemnisation et à chaque fois qu'on mobilise, on les indemnise avec des tarifs qui ont été déterminés avec les chambres d'agriculture. On fait école un peu maintenant sur d'autres territoires. Et j'ai dit, vos pratiques agricoles, non. Par contre, on les accompagne, on les aide à retrouver des manières pour pouvoir essayer d'évoluer dans leurs pratiques pour éviter qu'ils soient aussi souvent inondés. Mais comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, le territoire, il est au niveau de la cohérence et la complémentarité des acteurs. Et le préfet de l'Aisne, suite à cette crue de 2021, à cette réunion, il a dit, on va faire un site pilote. Et depuis ce jour-là, on réunit tous les acteurs. La première chose qui a été faite par ceux qui ont été les animateurs, c'est-à-dire la communauté d'agglomération, a dressé une liste, il y en a pour plusieurs pages, des différents intervenants en fonction des différentes compétences. Et là, c'est le préfet, vous dites bien. Le préfet qui a été l'initiateur. Et on a créé un comité de pilotage, on a pris chacun en fonction de nos compétences des engagements, et on se revoit une fois par an pour coordonner nos actions, etc. Okay. Donc, il faut clarifier tout ça. Chez vous, ou au niveau national, qu'est-ce qui permettrait facilement d'augmenter cette note de 5 à 6 sur 10 que vous avez posée? Déjà revenir à une échelle de bassin versant, c'est-à-dire d'obliger les collectivités à intégrer les comités de bassin, même s'ils conservent en partie la maîtrise d'ouvrage locale, mais ça nous permettra d'organiser des PAPI, des plans d'action, prévention d'inondation sur l'ensemble du territoire avec les différents acteurs et les différentes compétences. Et ça me paraît être la chose la plus... Et un chantier plus compliqué que vous avez identifié, ce serait quoi ? C'est ça, parce que malheureusement, on voit arriver... Alors ça, et l'intégration du ruissellement dans la GEMAPI. Parce qu'il y a plusieurs pairies départementales qui, dans certains cas, acceptent que ce soit financé par la taxe GEMAPI et dans d'autres territoires, le refusent. J'arrive, Philippe Buteau. Madame Guéraud, vous êtes... j'avais noté le terme d'environnementaliste. C'est bien comme ça que vous vous désignez ? C'est un métier ou c'est une militance? Non, pas du tout. En fait, tout à l'heure, je parlais de mon travail sur la planification territoriale, donc l'élaboration des documents d'urbanisme. Et donc, moi, en fait, dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme, moi, je regarde le prisme environnement et la bonne prise en compte de l'environnement dans l'élaboration de ces documents d'urbanisme. Environnementaliste. Voilà. D'accord. Et donc, peut-être pour compléter... Alors, compléter et puis vous-même produire cette note un peu scolaire, pardon, c'est plus un truc pédagogique, que vous livriez vous aussi à cette évaluation de la gouvernance.
Et le peut mieux faire, pour l'instant, on est en plein dedans. Et les pistes que pourraient emprunter soit les décideurs locaux, soit un parlementaire et un gouvernement. Alors, s'agissant de la question de la gouvernance de l'eau, alors si je devais donner une note, je lèverais peut-être à 6 sur 10, un petit peu plus, parce qu'effectivement, quand pour y avoir assisté, on assiste à l'élaboration des grands documents, des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. C'est vrai que c'est un parlement de l'eau. On a des avis contraires, mais c'est quand même un beau moment, en fait, où on finit quand même par travailler aussi sur ce bien commun qui est l'eau. Donc, sur la gouvernance, malgré tout, elle reste complexe, elle reste morcelée, etc. Mais aujourd'hui, je garde quand même le sentiment d'avoir deux planifications différentes. On a la planification de l'eau, toutes ces réflexions de la manière dont on va réfléchir bassin versant, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, et qui est déconnecté de là finalement où on va l'appliquer, c'est-à-dire au quotidien, dans les documents d'urbanisme, où est-ce qu'on va ouvrir l'urbanisation, où est-ce qu'on va travailler sur les zones d'expansion de crues, quelle solidarité amont-aval, et toutes ces réflexions-là, aujourd'hui, je ne m'y retrouve pas. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien même dans nos échanges, on parle de l'eau, alors on parle du risque, on parle des cours d'eau, on parle de l'eau pluviale, on parle de l'eau pluviale urbaine. En fait, l'eau, elle est partout. Donc moi, j'aime bien, quand je travaille avec les élus, revenir sur les chemins de l'eau, enfin réfléchir vraiment à cette question de l'eau, de la plus essentielle en fait, sur la manière dont on va voir, par exemple dans le Tarn, la problématique de sol argileux. Donc l'eau va pas se comporter de la même façon. Donc de revenir à des choses un peu essentielles sur l'eau. Et c'est vrai que je m'y retrouve pas forcément parce que je trouve que cette gouvernance, en fait, aujourd'hui, elle est cloisonnée entre les acteurs de l'eau qui, malgré tout, arrivent plus ou moins à s'entendre et à trouver des solutions. Et finalement, cette application, puisque ça reste des grandes orientations objectives, qui trouvent peu, finalement, à part quand on est comme moi, enfin convaincu, et je vois l'enjeu de retravailler aussi avec les élus sur une manière de l'aborder. Et tout à l'heure, je parlais des schémas de cohérence territoriale qui sont pour moi des périmètres intéressants. Alors, il y a eu une première modernisation des SCOT qui a eu lieu et aujourd'hui, on pourrait, dans un monde idéal, retravailler ces périmètres de SCOT pour embrasser en tout cas 1 ou 2, 3, 4 grands bassins versants pour travailler un peu plus finement sur des logiques amont-aval et de solidarité et d'avoir vraiment une vraie réflexion sur le sujet de l'eau. Vous attendez quelque chose des élections municipales et donc avec les renouvellements qui s'annoncent, est-ce que vous pensez que ça peut faciliter, accélérer Enfin, moi, j'ai le sentiment quand même auprès des élus qu'on est assez, enfin, je suis assez audible aujourd'hui sur cette question de l'eau. En général, on démarre toujours l'élaboration d'un document d'urbanisme par un focus eau. Donc, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de venir, même si c'est pas mon territoire, dans les portes réliennes parce qu'ils ont été touchés par des graves inondations liées uniquement au sujet du ruissellement, alors qu'ils n'avaient pas eu d'inondation jusqu'à présent. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui, je ne sais pas si c'est positif parce que si on m'écoute, c'est parce qu'il y a un problème et aujourd'hui, on n'a pas de solution. Donc, en ça, effectivement, ça rebondit à la question du point de départ de qui doit décider. On arrive, donc je suis assez positive et je trouve qu'on arrive à trouver aujourd'hui, quand on est un peu face au mur, finalement, on arrive à trouver des solutions aujourd'hui, mais qui sont quelque part des rustines parce que on n'a pas, on le fait que quand on est face au mur et du coup, ça nous empêche de faire, et donc ça fait écho à ce qu'on a vu ce matin, peut-être le sujet de l'anticipation. En fait, on va agir que quand on sera au pied du mur. L'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est une révision. Donc ça veut dire que le SCOT, enfin les acteurs étaient déjà autour de la table et on n'avait absolument rien fait sur ce sujet-là. Avant de donner la parole à Jean Launay, qui sont vos idoles? Est-ce qu'il y a des élus politiques locaux, enfin des élus locaux ou des élus nationaux ou des techniciens, des auteurs, des écrivains, pourquoi pas des artistes, hein, ils peuvent avoir voix au chapitre, Philippe Bluteau, puisque ce sont eux qui sont notamment derrière le Parlement de la Loire. Est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez ainsi, dont vous aimeriez louer les visions, les efforts? La composition du gouvernement est déjà faite. Alors, il n'y a plus de place, oui, d'accord. Mais autour de vous, des gens inspirants, comme on dit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, Je vais réfléchir, je vous donne ma réponse d'accord. après. Jean Launay. Oui, je voudrais rebondir sur deux mots qui me semblent des mots-clés qui viennent d'être employés par ma voisine, le mot décloisonnement et le mot anticipation. Dans le cadre du Comité national de l'eau, j'avais un comité qui s'appelait le Comité de suivi hydrologique.
vous me croyez pas, mais jusqu'en 2017, 2018, j'avais du mal à le faire réunir par la direction de l'eau et de la biodiversité qui assure le secrétariat du Comité national de l'eau. Il a fallu que je pousse beaucoup pour faire des réunions qui ne soient pas seulement des réunions de suivi. Et Emmanuelle Wargon, quand elle était en charge de ce secrétariat d'État, a suivi ma préconisation d'introduire de modifier par décret le comité de suivi hydrologique et d'en faire le comité d'anticipation et de suivi hydrologique. C'est-à-dire que maintenant, on se réunit régulièrement, pas seulement quand il y a crise, et quand il y a crise de manque d'eau, de sécheresse. Ça a permis aussi de modifier les instructions sur la hiérarchisation de l'alerte, de la préalerte, de l'alerte à la crise, etc. D'harmoniser les décisions des préfets sur un même cours d'eau qui pouvaient être très différentes, alors même que l'eau ne connaît pas de frontières administratives. Et puis, ça m'a permis aussi de poursuivre, d'essayer de poursuivre cet avantage en disant, mais pourquoi ce comité d'anticipation et de suivi hydrologique ne se préoccupe pas aussi du trop d'eau? Et là, décloisonnement qui manque, réaction de la Direction générale de la prévention des risques du même ministère de la transition écologique. De quoi il se mêle, le président du Comité national de l'eau? Des inondations, c'est nous, c'est notre affaire. Donc voilà, si on n'arrive pas à avoir un peu plus de transversalité dans deux directions d'un même ministère, comment avoir plus de transversalité entre différentes directions départementales qui touchent à l'eau, à l'urbanisme à un moment ou à un autre, ou également au niveau de l'État, comment espérer avoir plus d'interministérialité quand on n'a même pas de l'interdirectionnalité. Ouais. Nouveau gouvernement, Jean Launay, vous avez sûrement envie de le rencontrer, vos interlocuteurs qui sont concernés par votre institution. Oui, bien sûr. Comment ça va se passer? Écoutez, j'ai fait un SMS hier à la nouvelle ministre et puis j'attends son retour. D'accord, ok. Mais on va travailler, oui. Philippe Bluteau, peut-être sur ce qui a été dit, et puis peut-être justement, vous avez une fonction d'évaluation à travers votre fonction d'avocat, et puis aussi d'annonce aujourd'hui pour nous dire ce qui se passe, où est-ce qu'il y a des choses, des chantiers en réflexion, des textes ou des élus un peu pilotes, des choses dans l'air du temps. Voilà. Alors, d'abord, votre propre regard d'avocat, en l'occurrence, sur le fonctionnement de cette gouvernance. Une note, allons-y, on finit, hein, on va jusqu'au bout, le vin est tiré. Et les ferments qu'est-ce qu'on garde de cela? La note, c'est vraiment un exercice hyper... Alors, je vais dire 5,4, parce que ça correspond au pourcentage du territoire qui est couvert par les SAGE, par les schémas d'aménagement. 5,4%. Non, c'est 54%, oui. Donc ça fait 5,4 sur 10. Et de 5,4 sur 10, j'enlève 300 points, correspondant au nombre de communes qui ont connu une rupture totale d'eau pendant la sécheresse 2022. Voilà, donc on arrive à moins, etc. Parce que, à partir du... Enfin, il faut quand même que le droit réponde à des situations et à des problèmes réels. Lorsque on écrit dans le Code de l'environnement que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation, lorsqu'on reconnaît l'accès à l'eau comme un droit fondamental, lorsqu'on se donne dans le Code de l'environnement pour objectif de tout ce dont on parle là, c'est quoi l'objectif de la gouvernance de l'eau? C'est d'arriver à une gestion durable et équilibrée. C'est ce qui est écrit à l'article L211.1 du Code de l'environnement. Bon. La note est donc la comparaison des faits avec cet objectif de gestion durable et équilibrée. Ma position, plus sérieusement que par la note, c'est reconnaître que la France est dotée d'outils, de compétences fantastiques depuis 60 ans. Et que il appartient désormais à tout le monde de faire en sorte que le défi soit relevé. Pour que le défi soit relevé, il faut se servir de ces outils-là pour anticiper la crise qui est déjà là et ses conséquences. Et donc, vous disiez comment augmenter la note. Il y a une idée qui est dans l'air. Vous m'invitiez à invoquer une idée qui est dans l'air. Une idée qui est dans l'air, qui est ambitieuse,
mais qui est à notre portée et qui a été reprise notamment dans le rapport de messieurs Horry et Decker rendu l'an dernier. Députés, Yannick Horry et Vincent Decker, qui ont rendu un rapport sur la gouvernance de l'eau l'an dernier à l'Assemblée. Voilà l'outil éventuel, voilà le chantier. On décline dans les SDAG un objectif de 10% de réduction du prélèvement en eau d'ici 2030. Alors, c'est aussi dans le plan eau. Alors, voilà, pardon. C'est dans le plan eau, et donc l'idée, c'est de le traduire dans la loi. Avec comment un juriste peut avoir un avis là-dessus, en fait? À travers quoi est-ce que vous arrivez à cette préconisation, somme toute, environnementale et institutionnelle? Mais parce qu'on a en droit public des modèles pour décliner au niveau local, via des instruments, dès lors qu'ils sont légitimes démocratiquement, qui permettent d'atteindre des objectifs définis nationalement. On a ces techniques-là. On pourrait faire bénéficier l'eau de ces techniques que l'on sait, d'articulation des différents schémas. Voilà, on a tout ce qu'il faut. On sait aujourd'hui, les SCOT, il faut qu'ils soient compatibles avec le projet d'usage, etc. On peut faire ruisseler, si vous me permettez l'expression, on peut faire ruisseler cet impératif national qui est d'organiser la réduction des prélèvements jusqu'au niveau local. Donc moins 10%, c'est ça, par exemple? Sur combien de temps? Juste sur combien? Dans le plan eau, c'est jusqu'à 2030. D'accord, merci. Et dans la prose des sénateurs aussi. Mais d'ores et déjà, d'autres acteurs considèrent qu'on devrait fixer moins 25% à l'horizon 2040, ne serait-ce que pour correspondre à la réduction des précipitations. Bon. La question très pratique, c'est quel outil juridique on prend en main pour faire en sorte que sur le terrain, effectivement, en 2030, on ait réduit les prélèvements. Eh bien, notre chance, c'est qu'on a les instances et on a les compétences. Parce que si le Parlement inscrit dans la loi cet objectif, il appartiendra au comité de bassin, dans leurs SDAG, de le traduire par territoire et par usage. C'est là que vous voyez. Et aux sages, dès lors qu'ils sont mis en place, c'est-à-dire niveau en dessous, de décliner à nouveau sur leur territoire et par usage cet objectif-là. Il me semble que c'est à portée de main et c'est en même temps impératif parce que ne sous-estimons pas l'effet politique de ces coupures d'eau qu'ont connues ces 300 villages-là. Enfin, on glose sur le sentiment d'abandon ou au moins de relégation. Pour nos concitoyens, vivre dans une république qui n'assure plus l'eau au robinet, c'est catastrophique. Et donc, il me semble qu'on peut être optimiste puisqu'on a largement les compétences, largement les instances et largement les techniques juridiques pour faire ruisseler cet objectif-là jusqu'au terrain. Mais attention, on peut gagner encore des points en allant jusqu'au bout du raisonnement et en se disant... Une fois que ces normes auront été légitimement, parce que issues de la réflexion collective, édictées, comment on les fait respecter? Posez la question de la note. Moi, j'enlève volontiers un point dû à la réalité de l'état de la répression des prélèvements qui se font en méconnaissance des arrêtés préfectoraux pris dans les zones où ils peuvent être pris. Lorsque on constate que des prélèvements sont faits en violation des arrêtés préfectoraux. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Dans 80% des cas? On appelle un avocat. Non. Le ministère public pense adapté de décerner un avertissement pénal probatoire. C'est le nouveau nom du rappel à la loi. Voilà. Qui paye des amendes pour avoir prélevé de l'eau alors que le préfet l'interdit aujourd'hui? 250 personnes par an. 250. Avec des amendes qui sont plafonnées dans le Code de l'environnement à 1 500 €, 3 000 si vous récidivez. Je crains qu'avoir une vue globale du droit applicable implique de réfléchir aussi à la répression, c'est-à-dire aux garanties que la République a du respect des normes que vous, mesdames et messieurs, élaborerez. Il faut prendre tout ça en compte, du début à la fin de la chaîne. J'arrive. Est-ce que Valérie, vous êtes prête d'une façon ou d'une autre à traduire ce qui se passe sur les
Sur le chat, 10%, Philippe, 10% de façon uniforme, quel que soit le territoire? Ou vous êtes déjà prêt à amender ceci, cela? Alors, messieurs, à vous la parole. Oui, les 10%, c'est dans les 53 mesures du plan eau déclinées le 30 mars 2023. Ça fait un paquet d'une douzaine de mesures relatives à la sobriété. C'est un chiffre moyen. Et de mon point de vue général, je ne pense pas, je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la personnalité juridique des cours d'eau, mais je le dis aussi par rapport à la loi en général, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui besoin de textes nouveaux sur la gestion de l'eau. Je pense même, parce que comment décliner les 10% si on ne renvoie pas à la situation spécifique des territoires et aux différents usages? Il y a des endroits, ça sera possible, il y a des endroits, ça sera plus facilement possible, il y a des endroits, ça sera quasiment impossible. Donc, il faut le vivre, et enfin, moi, je l'ai reçu comme ça, comme une moyenne et comme une tendance en impérative, globalement, mais qui sera difficile de préciser usage par usage. Sur l'usage agricole, qui est quand même un usage majeur quantitativement, hein, c'est quel on pourcentage? dit communément 60% consacré à l'usage agricole. Moi, je réclame au CNE, et je le dis dans toutes les instances quand j'ai l'occasion de m'exprimer, que je souhaiterais la connaissance exhaustive des prélèvements. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et pas seulement pour l'usage agricole. Mais il y a encore le principe de la déclaration pour certains prélèvements et forages qui subsiste pour des collectivités petites, enfin, etc. Et les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, je pense que c'est une erreur, qu'on devrait pour le coup avoir l'obligation de connaissance exhaustive des prélèvements, quels que soient les usages. Ça serait un pas vers la transparence et un pas qui permettrait après de plus facilement décliner la réalité de la sobriété qu'on voudrait voir décliner plus fortement parce que c'est l'impératif du changement climatique. Madame Guiraud, Monsieur Saint-Bille. Oui, du coup, je partage ce qui a été dit effectivement sur le volet coercitif, parce que quand on ouvre le cadre d'une élaboration d'une révision, on fait un point sur l'eau, sur les usages, et on se rend compte que parfois on est largement dans le dépassement, et pour autant il s'est pas vraiment passé grand-chose. Donc effectivement, de stratifier les lois, les règles, il faut déjà pouvoir les appliquer, en tout cas celles qui existent. Donc effectivement, ça me semble important. Peut-être sur les sujets de sobriété qui ont été cités et des actions à mener. Il y a effectivement ce plan eau qui a égrené un certain nombre de mesures, 23 mesures, c'est ça? 53, pardon. 53 mesures. Et d'ailleurs, on s'appuie dessus hein, quand on travaille, on reprend les objectifs, on essaye de voir avec les territoires quelles actions on peut mener. Ce qui est important quand même à souligner, ce matin, on parlait de la réutilisation des eaux usées traitées. En fait, dans le domaine de l'eau, il y a effectivement des actions qu'on peut mener, mais on peut pas mener... il faut adapter à la fois les actions et leur coordination. C'est-à-dire que si c'était si simple, aujourd'hui, on se retrouverait pas avec cette problématique de l'eau. Certes, le changement climatique a exacerbé cette situation-là, mais aujourd'hui, en fait, on a toujours géré l'eau, trouvé des solutions et on a aménagé comme on souhaitait le territoire. Et depuis de très nombreuses années, on s'est pas soucié, en fait, de cette problématique de l'eau. Aujourd'hui, on est face à une difficulté, effectivement, un coût social important. Hein. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me marque particulièrement aujourd'hui d'avoir dans l'élaboration des documents, l'agriculture versus est-ce qu'on boit, est-ce qu'on irrigue, qu'est-ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, on nous demande en fait de répondre à des choses auxquelles on n'a pas du tout envie de répondre. En fait, on n'a pas envie d'opposer en fait les acteurs du territoire. Néanmoins, la solution, elle n'est pas si simple et il n'y a pas de solution clé en main. Aujourd'hui, c'est des solutions adaptées. Ce matin, on avait parlé des 29 climats, mais on a autant de territoires, de diversité et donc de solutions à proposer et surtout de bien les coordonner. C'est pas d'avancer tout azimut. Et peut-être si je pouvais juste rajouter un dernier point qui me tient à cœur.
l'agence de l'eau Adour-Garonne, dans son dernier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, a introduit la question des mesures dites sans regret. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est important, même si je suis dans un bureau d'études, donc je fais des études. En France, tout particulièrement, on a toujours besoin de savoir très précisément les impacts, les problématiques, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même des mesures, notamment les fameuses solutions fondées sur la nature, mais il existe aussi d'autres mesures qu'on peut mettre en place et qui impactent ou pas du changement climatique. Dans tous les cas, ça sera positif pour les territoires. Donc, à un moment donné, moi, j'aime bien dire aussi aux élus, agissons, quoi. Il faut agir, parce que dans tous les cas, ça sera un enjeu de biodiversité, de cadre de vie, d'îlots de fraîcheur, voilà, ça apporte énormément de bienfaits, et donc agissons sans regret. Dans tous les cas, ça sera bénéfique. Ce sera dans le compte rendu. Très jolie expression. Vera. Alors, pour être optimiste, parce que c'est quand même l'objectif, c'est de trouver des moyens d'objectiver tout ça. Je pense que les choses sont un peu plus mûres que par le passé. Je m'explique. Jean Launay disait tout à l'heure que c'est 2022 qui a été le phénomène déclencheur. Moi, je remonterai à 2016, les premières chartes d'adaptation au changement climatique qui ont amené à ce que, y compris dans les comités de bassin, on vote ces chartes. Mais 2022 a été un phénomène qui a été un phénomène amplificateur et accélérateur. Je pense qu'on a aussi aujourd'hui la chance, j'allais dire, mais que les communautés d'agglomération, les communautés de communes, etc., doivent mettre en place des PLUI. Et aujourd'hui, les élus, face au défi du changement climatique, dans la réflexion qu'ils portent, et ça, c'est un des avantages de la GEMAPI, parce que j'ai dit qu'il y avait des choses négatives, il y en a une, c'est qu'on met on met en responsabilité les élus du territoire à pouvoir décider de l'aménagement du droit des sols en intégrant la notion des risques qui existent. Et donc ça, c'est un élément positif. Donc, il y a aujourd'hui, et puis les débats nombreux que l'on a dans les différents colloques et autres montrent que c'est un sujet aujourd'hui qui est un sujet qui est pris quand même relativement à bras-le-corps par chacun. Alors, je pense que c'est le moment justement de mettre les choses à plat. Je me pose la question de l'aspect. Alors, je suis assez comme Jean Launay, pas trop de modifications législatives, etc., parce qu'il y a peut-être un rapport au niveau de l'Assemblée nationale, mais il y en a eu un aussi au niveau du Sénat. Pas sûr qu'ils disent exactement la même chose. Donc, il y a des PPL constamment, ça a été évoqué ce matin. Je pense qu'il faut asseoir les choses, ne pas constamment perturber les élus sur la manière dont on doit mettre en place la gouvernance. Il faut, comme je disais tout à l'heure, certainement l'amender et certainement essayer de faire en sorte que les objectifs qui se sont fixés par le plan eau et par les SDAGE et autres outils et les SAGE qu'il faut développer, je pense que c'est le moyen de pouvoir avancer. Après, par rapport à ce que vous disiez, M. Buteau, c'est que je vois pas comment dans une loi on peut mettre un objectif de 10%. Je partage avec Jean Launay qu'il est général et qu'il ne peut pas être en fonction de la différence des territoires identique partout, mais je vois pas comment on mettrait un objectif dans la loi, parce que si jamais il n'était pas atteint, qu'est-ce qui se passerait ? Je suis pas sûr qu'une loi puisse définir un objectif aussi précis. Mais que l'on mette en œuvre les décisions qui sont prises à l'échelle nationale, notamment le plan eau, pour que dans que les acteurs locaux prennent en main ces objectifs et les mettent en œuvre, je pense que c'est la chose. Peut-être que le moment est mûr. Vous faites confiance à nos auditeurs en ligne pour être votre représentant. Néanmoins, le micro vous sera également proposé. Valérie, vous êtes prête? Juste auparavant, je vous écoutais et je me disais, tiens, il y a peut-être des coches qui ont été loupées. Je n'ai pas envie de revenir trop en arrière, on l'a fait un peu. J'ai envie de vous demander, mais on peut laisser ça en suspens, est-ce qu'il y a un coche à ne pas louper dans les mois ou les années qui viennent? Voilà, pour faciliter cette gestion raisonnée de l'eau. Philippe, vous avez des choses à nous dire, je crois, encore sur l'actualité autour du Parlement ou d'autres choses. Est-ce que vous souhaitez qu'on entende notre auditoire avant ou après? Avant? D'accord, très bien. Valérie, s'il vous plaît. C'était justement en rebond au propos de Maître Buteau, avec une recommandation de lecture, un rapport du Haut Commissariat à la stratégie et au plan qui a été publié en juin de cette année et qui s'appelle L'eau en 2050, grave tension sur les écosystèmes et les usages. Mais sinon, rien de
Pas de commentaires ou de questions en plus. D'accord. Alors, on a monsieur ici. Luc va vous équiper, monsieur. On descendra vers François Gianocaro. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, François Liponne, directeur général délégué au cycle de l'eau à Vichy Communauté. J'avais 2-3 petits éléments sur la prise de conscience. Je crois qu'on a une mémoire un peu courte parce que dans notre territoire, en tout cas sur une partie de la France, 2003 était déjà un choc. Et on a déjà des communes qui avaient plus d'eau et on a dû alimenter par des citernes. Par contre, voilà, sur le territoire de l'Allier, on a pris les devants, on a sécurisé. Et quand la crise est arrivée 2022, il n'y avait pas de souci. Les voisins d'à côté, du Puy-de-Dôme, ont eu des citernes. Mais dans l'Allier, voilà, on avait anticipé ce coup-là. Vous étiez déjà là au début des années 2000 quand il y a eu. Alors j'étais déjà dans l'eau, mais j'étais pas sur ce même territoire. Mais... Et les mesures qui avaient été prises à l'époque, ça a été facile de dire si ça se renouvelle, il s'agit qu'on fasse quelque chose, etc. Ou ça a paru une évidence? Il y avait déjà depuis 2 ans un syndicat départemental de sécurisation. Et donc, cet événement 2003 a enclenché le plan de sécurisation qui a fait en sorte que quasiment tous les services d'eau du département de l'Allier, qui sont déjà très intercommunaux depuis longtemps, il y avait très peu de communes indépendantes, ils se sont maillés et ont fait en sorte que l'eau peut traverser quasiment le département du nord au sud et d'est en ouest pour secourir de manière très ponctuelle s'il y a un accident particulier ou de manière un peu plus longue lorsqu'on a un problème de stress hydrique. Voilà. Donc ça, c'est un acquis. Et voilà. Et 2003 a été un déclencheur. Et puis sur la période 2022, on parle beaucoup de 2022, mais moi je parle plutôt de la période 2018-2025, hein, puisque ça fait 8 ans. Sur ces 8 ans, on a 2 années où à peu près on a eu de l'eau, c'est 2021 et 2024, mais on a 8 ans, et sur ces années-là, dès 2018, on a eu un constat, c'est-à-dire que 2003 est une année très sèche en été, mais qui était très humide en automne, c'est-à-dire globalement le cumul de pluviométrie à l'année, il était à peu près sur les moyennes habituelles. Et à partir de 2018, on a commencé à sentir des déficits pluriannuels, c'est-à-dire que chaque année, ça s'aggravait, avec des sécheresses qui allaient très long dans l'année, c'est-à-dire qu'on avait des sécheresses, des contraintes de consommation jusqu'à mi-décembre. C'était unique, quoi. Donc l'année 2022, elle n'est pas arrivée comme ça. Il y avait déjà des signes précurseurs. Alors, 2021, oh, c'est bon, il fait froid, il fait humide, tout va bien. Par exemple, 2022, on a pris sur la gueule. 2023, ça a été pareil. Et 2024, dans notre territoire, la pluie est arrivée en avril. Mais nous, sur le bassin de l'Allier, le soutien d'étiage, c'est le réservoir de Nossac, il était à 25% de remplissage au mois de mars. Donc, si 2024 avait été ne serait-ce qu'un peu plus sec que l'a été, on savait plus faire, quoi. Et 2025, de nouveau, on a atteint, on a rapproché dans notre territoire le niveau de 2003. C'est-à-dire que même 2022, 2023 n'ont pas été aussi secs que 2003. Voilà. Donc ces notions de sécheresse, il faut vraiment voir les périodes longues et voir les tendances qu'on a maintenant. Et même si effectivement au niveau national 2022 était très significatif, il faut voir sur chaque territoire comment on peut s'approprier. Deuxième point, sur les comités de bassin, parlement de l'eau, c'est très bien sur le papier, c'est formidable, sauf que moi, ce que je regrette, c'est que la catégorie qui est la moins, entre guillemets, efficace, qui se concerte le moins, qui est la moins en cohésion, c'est le représentant des collectivités. Les agriculteurs, ça a été dit tout à l'heure, parlent d'une seule voix. Les représentants des associations de protection de la nature parlent d'une seule voix. Les représentants des acteurs économiques parlent d'une seule voix. Les collectivités, c'est l'éparpillement total. Comment vous l'expliquez? Ah ben j'en sais rien du tout, mais en tout cas, il n'y a pas une animation, il n'y a pas une coordination, il n'y a pas une association d'élus qui est là pour coordonner, pour animer, qui est en appui des élus, des représentants. Mais moi, j'ai jamais eu un élu de comité de bassin qui était allé voir sur les territoires, les interroger, les concerter pour des projets qui vont impacter l'ensemble du bassin. Voilà. Moi, j'ai eu une expérience dans le RMC et maintenant je suis sur Loire-Bretagne, c'est la même chose. Voilà. Donc je pense qu'au niveau des élus, il y a quand même un vrai travail, quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Juste avant, quelle est l'actualité de sur l'eau, de votre institution ou de votre métier? Là, on est sur les schémas directeurs, au potable et assainissement, et voilà, on est sur les tendances. Quelles vont être les tendances sur la raréfaction de la ressource et comment on anticipe ça en optimisant nos équipements, en préservation des ressources et en s'appuyant le plus possible sur la nature pour faire en sorte que les ressources se rechargent le plus efficacement possible. Quoi. De gaieté de cœur ou avec beaucoup d'angoisse? Comment vos élus? Non, on est positif. Moi, j'ai la chance d'avoir un collectif d'élus qui est très impliqué. Ça fait partie des priorités du territoire. Donc déjà, voilà, on a les bons leviers, quoi. Merci beaucoup, monsieur.
Madame, on va passer par Gianno Caro. Luc, s'il vous plaît, en descendant. Merci. Merci, Luc. Oui, je salue les interventions et mon propos n'est pas technico-centré ou aléa-centré, mais en prise avec les enjeux de la compétence, de l'ingénierie territoriale et des financements associés. On a une note, tout à l'heure tu disais, est-ce qu'on a loupé un trou ? Il n'y a pas un trou dans la raquette. Je crois qu'il faut l'évoquer. À l'heure de la déconcentration des services de l'État, des pouvoirs du préfet qui peuvent être recentrés sur ces questions-là, il y a une réalité. Il y a quelques jours, j'étais dans le Massif central. En matière d'ingénierie territoriale, des grosses agences qui ont été pointées dans la note. Je rappelle, ça coûte 200 millions d'euros, l'ingénierie territoriale. Il y a 3 scénarios qui sont apparus dans cette note, qui est disponible en ligne, et qui font apparaître que ça a un coût. Et selon les 3 scénarios qui sont présentés, ça peut aller de 53 millions à 200 millions d'euros d'économie. Avec le 3e scénario qui est manichéen, on oublie les agences nationales. Elles confrontent quoi ? Cette ingénierie territoriale, en appui à ces problématiques-là, avec le secteur marchand, vous l'évoquiez, mais également un ensemble d'agences locales, également au sein des intercommunalités, qui ont une expertise. Et finalement, 2 territoires, des territoires orphelins d'expertise, qui, au-delà de la gouvernance, se cherchent une ingénierie territoriale agrégée en prise avec les forces vives locales, comme le CEPRI, que je salue, mais également ces agences qui ont des modèles économiques certains, avec des taux de fonctionnement, des coûts de fonctionnement associés de 29%. Et là, moi, j'y perds un peu les attentes des territoires. Comment demain, au-delà de la gouvernance de l'eau, au-delà des compétences, on va ajuster l'ingénierie territoriale à l'heure où les préfets vont prendre du pouvoir en la matière, entre déconcentration, décentralisation et les enjeux, le cas échéant, d'apporter des réponses claires, nettes, précises, avec des modèles économiques intelligents sur cette ingénierie territoriale liée à l'eau agrégée. Merci. Merci de ce co-questionnement. Séverine Boursery. Merci. Moi, ma question, elle est courte. Les sages disposent d'un outil qui s'appelle HMUC pour déterminer besoins ressources en matière, enfin, sur la question eau. Est-ce que vous pouvez nous en parler, faire le lien avec la clé? Monsieur, pardonnez-moi, c'est bien, c'est un temps de réflexion. Monsieur, s'il vous plaît, tout est scripté. C'est pour répondre au HMUC. Ah bah très bien, allons-y. Oui, donc hydrologie, milieu, usage, climat. En fait, ce sont des études qui visent à définir la capacité du milieu naturel à fournir de l'eau tout en respectant les besoins en eau potable, les usages et les usages économiques, mais en s'intégrant dans le long terme également par rapport à l'évolution du climat. Donc c'est des études qui sont très clivantes. Dans le Marais Poitevin, puisqu'il s'agit de ce que je gère actuellement, la partie hydraulique de ces études HMUC a comme conséquence des incidences directes. L'énoncé, c'est le suivant, sur l'agriculture et sur l'eau potable. L'énoncé, c'est le suivant. Combien on peut, au niveau du milieu, consacrer d'eau à des usages autres que l'eau potable en respectant les milieux quand on fait des prélèvements en été. Donc je précise bien en été. Et si vous le faites à l'envers, vous dites, si on ne peut pas suffisamment prélever d'eau en été, comment est-ce qu'on fait? Éventuellement, on stocke en hiver. Donc on retombe sur le problème de la substitution. Donc en fait, cette étude, la vraie question pour rejoindre la question de la table ronde, c'est la gouvernance. Aujourd'hui, la structure qui effectue cette étude pour le compte de la clé du sage, c'est celle qui est porteur donc de l'animation du sage sur Rivière-Thèse Marais Poitevin, mais c'est la commission locale de l'eau qui fixe les objectifs de cette étude pour la rendre opposable à terme. Et je précise que chez les voisins de la Vienne, le président de la commission locale de l'eau, sous les diverses pressions, a été débarqué avant d'avoir pu produire et finaliser cette étude HMUC. Donc effectivement, c'est une bonne illustration des difficultés de gouvernance. Voilà. Et pour en finir sur ça, le financement de ces études,
qui est effectivement, en l'occurrence, porté par l'Institut de bassin de la Sèvre-Niortaise, qui n'est pas un EPTB. Hein. Le financement de ces études est actuellement porté en partie par l'Agence de l'eau, bien entendu, mais également en partie par l'eau potable, puisque l'agglomération de Niort y contribue, hein, puisqu'il y a un intérêt par rapport notamment à la question des prélèvements estivaux qui alimentent la source en eau principale de la ville de Niort. Et l'Institut de bassin de la Sèvre-Niortaise y contribue également, mais il y a une vraie question du portage, si vous voulez, du financement de ces choses qui sont transversales. Finalement, c'est un petit peu la structure compétente qui va le porter, mais qui peut avoir à y mettre des deniers qui ne sont pas forcément en lien avec ses propres statuts. Donc voilà un petit peu une des réflexions autour de ce sujet. C'est un bon exemple. Merci beaucoup pour vos retours. On est bien, donc c'est ici que ça se passe maintenant, monsieur. Oui, alors il y a un mot qui vient d'être évoqué, sur lequel je voudrais rebondir et qui fait en même temps partie du thème de la table ronde, c'est le mot financement. Parce que si aujourd'hui, alors le CEPRI a lancé une grande enquête par rapport à destination de ses membres, hein, 120 membres, il y en a 80 qui ont répondu, ce qui est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et on est en train d'écrire un récit qui reprend un peu les difficultés que rencontrent sur un certain nombre des membres. Et d'ailleurs, j'informe que le 3 novembre prochain au Sénat, il y a une journée consacrée à la GEMAPI qui est organisée par le CEPRI. Il y aura des sénateurs, il y aura des députés, il y aura des collectivités, etc., avec une réflexion qui est portée, la GMAP aujourd'hui, où on en est, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et ce récit sera mis sur la table à cette occasion-là. Dans cette enquête que le CEPRI a fait, il y a plusieurs sujets. Je ne vais pas reprendre tout ce qui concerne la gouvernance, le problème du ruissellement, le problème du bassin versant. Ce sont des sujets qui sont beaucoup évoqués. Mais il y a aussi la difficulté de financer les actions, un truc. Premièrement, déjà, il faut se rappeler que le jour où notre président de la République a supprimé la taxe d'habitation, on a oublié de dire que du coup, on exonérait de la taxe GEMAPI sur l'ensemble de ceux qui la collectent, l'ensemble des locataires. Et donc aujourd'hui, le financement n'est plus financé que par les propriétaires et les entreprises. On a au niveau de chacun d'entre nous, de nos contrats d'assurance, habitation, voiture et autres, un prélèvement qui est fait pour alimenter le fonds Barnier, alimenter l'indemnisation des catastrophes naturelles. C'est-à-dire que pour l'indemnisation, on a quelque chose qui est solidaire à l'ensemble national. Pour la prévention, c'est pas le cas exactement de la même manière, puisque la taxe GEMAPI, il y a certes le fonds Barnier, mais la taxe GEMAPI n'est pas financée par la totalité des membres. Aujourd'hui, on s'aperçoit que si on n'a pas la bonne échelle, si on n'a pas la bonne ingénierie à l'échelle du territoire, on n'arrive pas à grouper ingénierie, stratégie, financement d'action et recherche des leviers que l'on peut avoir pour aller chercher les financements, FEDER, régions, départements, fonds Barnier, etc. C'est pour ça que je pense que tout ça milite pour que l'on soit à une échelle cohérente pour pouvoir bâtir des stratégies. On a au niveau du droit français, dans l'intégration de la directive cadre inondation, on a une stratégie nationale, on a tous les 6 ans, et c'est vertueux, un cycle qui permet de redéfinir l'évaluation préliminaire du risque inondation, de redéfinir le plan de gestion du risque inondation, éventuellement de voir si jamais il n'y a pas d'autres territoires à risque important où il y a d'énormes enjeux qu'il faut mettre en plus de ceux qui existent, et tout ça sert à définir des stratégies locales et à mettre en place des PAPI. Donc il y a beaucoup d'acronymes, mais ça arrive au bout du moment, au bout du coup, à faire des stratégies, à mettre en place des actions. Je parlais bien évidemment là que des inondations. Et je crois que le problème du financement, s'il n'est pas apporté, on aura des difficultés. Et votre préconisation ? Je déplore notamment que cette contribution que chacun d'entre nous paye sur les contrats d'assurance véhicules et habitation, eh ben, elle est maintenant plus gérée à une échelle qui était un peu gérée par la CCR, mais elle a été intégrée au budget national et qu'une bonne partie sert à alimenter le déficit de l'État, parce que c'est pas la totalité de ces contributions qui viennent alimenter Fonds Barnier et autres. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 150 millions cette année. 150 millions. Qui sont ainsi captés qui servent à alimenter le budget de l'État. Or, ceux pour lesquels nous payons les uns et les autres, c'est la même chose au niveau des contributions que l'on verse au mètre cube d'eau,
qui a été prélevé aux agences de l'eau pour alimenter le budget de l'État. Ce sont quand même des choses sur lesquelles, à partir du moment où on dit qu'on se fixe des objectifs, qu'on a des ambitions, et on les a eues au niveau de la directive cadre inondation en France, pratiquement souvent plus élevés que vis-à-vis de nos partenaires européens, on a des objectifs et on a des financements qui sont détournés en partie. Je trouve ça absolument anormal. Oui, c'est mal. C'est mon coup de gueule. Je rejoins évidemment Gérard sur ce dernier point. C'est 130 millions d'euros cette année prélevés sur la trésorerie des agences de l'eau, avec un partage entre les 6 territoires des bassins hydrographiques. Et que dit l'État quand il fait ce prélèvement? Quelle justification, quelle explication? Alors, il a la pas, justification même sur un plan cosmétique. Mais... Il le fait là cette année, il l'a fait sous tout le gouvernement, et quand j'étais parlementaire, je l'ai dénoncé à chaque fois, quels que soient les gouvernements. Le raisonnement qui sous-tend cette action, c'est de dire les agences sont de gros fonds de roulement, et donc on peut aller épuiser un peu dedans, ça ne les mettra pas à mort. Sauf que les agences mettent en œuvre des programmes pluriannuels, et donc qui nécessitent un certain nombre d'études préalables, avant que les collectivités ne se décident. Et puis quand les agences soutiennent les projets, c'est des engagements qui sont pris, et souvent sur plusieurs années. Donc c'est pas une bonne politique, mais ça je l'ai dit tout à l'heure, même pas à mot couvert. J'ai dit c'est la tendance jacobine et recentralisatrice qui est toujours à l'œuvre à Bercy, et donc elle s'exerce aussi par ce moyen-là. Quelques rebonds sur les questions de la salle. Quand j'ai évoqué 2022, donnez-moi le crédit que c'était uniquement par rapport à la question qui était posée sur qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur. Je pense que c'est cette canicule de 2022 grand public, qui a été par rapport aux réactions du grand public et à sa capacité d'intégrer que c'était vraiment un sujet maintenant. D'ailleurs, il n'y a pas un journal télévisé sur les chaînes nationales qui n'évoque pas à un moment ou à un autre le sujet de l'eau. Vous noterez aussi que les bulletins météo s'appellent maintenant les bulletins météo-climat. Donc ça prouve bien que ça a été l'élément majeur vis-à-vis du grand public. Sinon, évidemment, pour les élus, je vous rejoins totalement en disant que leur implication sur le sujet de l'eau a été très, très différente, et c'est historique. Il y a des départements qui sont déjà structurés à la maille départementale, où il y a des syndicats départementaux d'eau, et il y en a d'autres où c'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a encore 13 000 services d'eau indépendants, régis ou petits syndicats. J'appelle ça le superbe émiettement, mais il faut en sortir. Est-ce que c'est l'intercommunalité qui doit permettre d'en sortir? C'était une possibilité. On a fait marche arrière sur avec la loi du 11 avril 2025 sur ce transfert de compétences. Elle reste communale, sauf que Barnier et Bayrou ont répété qu'il y avait peut-être d'autres modes d'organisation qui étaient possibles. Et là, moi, je peux vous dire, j'ai fait des notes gouvernements successifs sur cette gouvernance. Et des SMS. Je pense, et des SMS. J'utilise beaucoup le SMS. J'ai fait des notes sur la gouvernance en disant qu'il est possible de structurer dans des départements, au-delà des intercommunalités qui ne sont pas forcément les zones de production ni de distribution, autour de syndicats qui sont des syndicats de seconde génération souvent, qui ont été d'ailleurs poussés par les départements eux-mêmes, de structurer ces syndicats de production en leur donnant aussi la capacité de faire la distribution. Et avec cette précision majeure, les regroupements dans des syndicats de ce type, alors s'il en faut-il 6, 8 ou 10, les départements ils décideront entre eux, mais ne préjuge pas, en précisant bien ça, ne préjuge pas du mode de gestion. Parce que souvent, le réflexe des élus de dire « Ah oui, mais si vous voulez nous faire rentrer dans un grand syndicat, c'est parce que vous allez nous renvoyer dans les bras des délégataires. Et nous, on veut garder notre gestion à nous, en proximité. » Donc, on peut faire cohabiter à l'intérieur d'un grand périmètre syndical qui a une cohérence par rapport à la production, à l'alimentation en eau potable dans sa source d'approvisionnement. On peut faire cohabiter les deux modes de gestion, régie et DSP. Jean, où est-ce qu'on doit aller aujourd'hui si on veut voir un territoire exposé, très exposé, un territoire qui a mis en place des outils dans un cadre national plus ou moins contraignant, etc., et qui a une dynamique intéressante à capturer. Très, très court, hein, je vous demande pas les recettes de leur succès, mais où est-ce qu'on va?
Là, il y en a un qui est aujourd'hui sous la pression, je l'ai évoqué tout à l'heure, les Pyrénées-Orientales. Il y a une mission spécifique qui a mis tous les acteurs autour de la table et l'État a vraiment pris le taureau par les cornes ce qui se passe dans les Pyrénées-Orientales, avec une dame, Madame Portereau-Espert, qui est spécialement dédiée pendant 2 ans à porter tous les sujets, AEP, agriculture, urbanisme. Madame Portereau. Portereau-Espert, elle s'appelle. Très bien. Et elle a un grand mérite de prendre ce sujet à bras-le-corps. C'est une mission qui doit être assez épuisante. Parce que les conflits d'usage, ils ressortent très fortement. Plus il y a de la pression sur la ressource, plus les conflits d'usage sont exacerbés, et plus les dialogues sont compliqués, et plus les élus ont du mal à forcément s'impliquer, et je rappelle que je l'ai été élu. Audrey Guéraud, on continue avec ce name dropping là. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose, un endroit, une institution, un auteur dont vous aimez bien louer le travail ou les efforts? Restez avec moi. Pardon. Juste, j'aurais souhaité... Parlez bien dans le micro. Toujours pas? Oui. Non, perdu votre idée? Oui, si. Tous nos échanges, en fait, me font prendre conscience, en fait, que dans notre quotidien, notre travail, dont on parlait de l'ingénierie, en fait, de la nécessité d'être médiateur, donc avec les élus, parce qu'on voit, il y a beaucoup d'acronymes. En fait, ça fait vraiment peur aux élus, au territoire. Pour autant, en fait, moi, je suis quand même pleine d'espoir parce que il y a des très bonnes initiatives. Il y a tout le monde n'est pas complètement découragé. Et puis, quand on parle de l'eau, on parle de ce qu'il y a de plus. On parlait de quelque chose de charnel ce matin. Enfin voilà, c'est quelque chose de vital. Donc, il y a quelque chose de fort en fait avec les élus là-dessus. Mais il y a la nécessité, et je m'en rends bien compte parce que effectivement on parle HMUC, on parle tout ça. Effectivement, c'est très clair pour nous, techniciens. Enfin voilà, pour des personnes qui connaissent ce sujet de l'eau. Et j'ai de plus en plus des élus qui me disent oh là là, j'ai l'impression que je deviens technicien et je suis plus élu parce que je m'y connais tellement sur ces sujets-là, notamment donc dans des sujets, dans des SCOT, enfin dans lesquels j'ai eu l'occasion d'intervenir. Parce que ça devient très complexe et donc ils sont obligés de s'y mettre, mais ça leur enlève des fois un peu cette prise de hauteur aussi nécessaire face à autant de techniques et d'incompréhension par rapport à tous ces sujets-là. Donc je pense qu'il est important aussi qu'on fasse collectivement un véritable effort de médiation, avec des parce qu'il n'y a rien de très... Voilà. Avec des tiers de confiance ou avec des régulateurs internes qui arrivent à fédérer. Exactement, et à revenir à des choses... voilà. D'accord. Complètement. J'ai pas mon icône, celle qui vous guide tous les jours, dont vous avez le portrait dans votre bureau. J'en ai pas. Non, c'est pas plus mal. Gérard, dernier mot. On écoute ensuite Maître Bluteau sur un dernier grain de connaissance ou de perspective. Oui, volontiers. Bon. Surtout que ça, dans le fil de ce qu'on a entendu et de ce que vous avez dit, il me semble que le tableau ne serait pas complet si on n'évoquait pas rapidement la proposition de loi. Alors certes, il y en a plein, mais qui, en ce qui la concerne, a été adoptée par le Sénat le 11 juin 2025 et qui sera sûrement au menu de vos travaux lors du colloque dont vous parlez, puisque... Je vous invite à suivre l'accueil qui lui sera réservé à l'Assemblée nationale et la suite qui lui sera donnée. Proposition de loi adoptée au Sénat le 11 juin 2025 portant diverses dispositions en matière de GEMAPI. Bon. Et que dit-elle? Elle ouvre la possibilité pour un EPCI de transférer la compétence GEMAPI au département sous réserve de l'accord de l'ensemble des conseils municipaux des communes membres. Donc, bon, c'est verrouillé. Mais on voit là... Et puis, alors, deuxième point, là aussi, c'est plus une alerte qui est faite, je trouve, dans cette proposition de loi quant à l'insuffisance de l'existant, que forcément, un adoubement de la solution choisie. Mais là, vous dites qu'il y a un signal faible intéressant, ou vous dites qu'il y a une folie en germe? Il y a le signal de ce que, aujourd'hui,
les EPCI à fiscalité propre qui ont hérité de la compétence GEMAPI ne sont pas toujours ni très friands de son exercice, ni le meilleur niveau adapté pour l'exercer. Vous avez qu'à penser à un EPCI qui est en embouchure d'un fleuve et qui a évidemment, à ce titre, beaucoup plus de contraintes que celui qui est en amont. Bon. Mais le deuxième point qui est évoqué dans cette PPL, c'est un rapport demandé au gouvernement. Alors, personne ne fait d'illusion sur le fait que le délai de 6 mois soit respecté, mais ça fait rien. Un rapport demandé au gouvernement sur les évolutions à adopter en matière de taxes GEMAPI, et notamment sur les possibilités de la mutualiser à une échelle supérieure. Je m'arrête là. Mais ce que disait Monsieur Launay à l'instant, et cette PPL, et ce que vous disiez aussi, Madame, montre que pour résoudre la crise, le niveau de gouvernance est sûrement un cran au-dessus du périmètre des EPCI à fiscalité propre qu'on a constitué, je vous rappelle, il y a 10 ans, à la faveur de ces schémas départementaux qui ne prenaient pas comme premier critère la cohérence hydrologique du territoire. Bon. Finalement, je m'arrête là, la loi du 11 avril dont parlait Monsieur Launay, qui a été reçue comme presque un recul, comme une rétrogradation des progrès, puisqu'on abandonnait l'idée selon laquelle dans les communautés de communes, les compétences eau et assainissement allaient forcément être transférées au 1er janvier pour laisser aux communes la liberté d'en décider. En fait, il y a peut-être une ruse de l'histoire là-dedans. C'est que rendre aux communes la compétence, c'est peut-être le premier pas pour la transférer beaucoup plus haut qu'elle n'aurait été transférée si on avait laissé la loi comme elle l'était. Voilà, rapidement, vous vous rappellerez que Chevènement, à l'époque, ministre de l'Intérieur, avait mis en place les EPCI. Il n'y avait rien de caractère obligatoire. Puis un jour, le gouvernement a décidé que toutes les communes, malgré la libre administration des collectivités, a obligé toutes les communes à rentrer dans des EPCI. Donc aujourd'hui, je crois que personne ne s'en plaint trop du fait qu'on ait mutualisé un certain nombre de choses à l'échelle de l'EPCI. Par contre, cette PPL, cette loi qui n'est plus, enfin qui va passer à l'Assemblée, je sais pas quand. Qui est-ce qui est derrière ça, pardonnez-moi? C'est plusieurs sénateurs. D'ailleurs, nous, on a été interviewés par les sénateurs en question. Il y avait 3 sénateurs qui ont fait ce rapport, qui a débouché derrière sur la loi. Avec, il y avait dans la réflexion d'ailleurs et dans initialement, il y avait le fait que le ruissellement était intégré à la à la GEMAPI, mais c'est la commission des finances qui a dit, comme les collectivités qui ont déjà du mal à assumer la GEMAPI avec les financements dont ils disposent, n'en rajoutons pas. Cela dit, il faut quand même traiter le ruissellement, et il est traité de manière, du coup, sur le budget principal sans être financé. Mais je crois que aujourd'hui, d'aller de se dire, on passe d'un échelon administratif, EPCI, pour le donner là où il y a des difficultés, éventuellement au département, ce qui ne serait pas le cas à l'échelle de l'ensemble du département, parce que tous les EPCI ne le feraient pas, on serait dans un schéma qui serait complètement dingue. Alors que si jamais on avait la volonté, un peu à l'image de ce qui a été fait pour la création des EPCI à l'époque, on pourrait inciter, sinon plus, j'aime pas les choses qui sont imposées, on pourrait inciter d'une manière ou d'une autre, y compris par des financements et autres, les EPCI à intégrer les strates de bassin, de manière à ce qu'on ait une cohérence d'action. Et juste pour terminer, dans le petit coup de gueule que je disais tout à l'heure sur le prélèvement des moyens financiers, n'oublions pas qu'on a en plus demandé aux agences de l'eau de financer la biodiversité. C'est extrêmement lourd sur les budgets des agences de l'eau, alors qu'il était question à un moment donné de trouver son propre financement à la biodiversité qui le mérite. Monsieur le Président, on parle beaucoup de suppression d'agences et d'institutions un peu périphériques. Est-ce qu'il y en a une à laquelle il s'agit de pas toucher? Vite fait. Oui, il ne faut pas toucher aux agences de l'eau. Par exemple, mais d'autres institutions encore, d'autres établissements ou d'autres... Non? Il y en a qui sont dans un viseur? Moi, je suis centré sur ce sujet de l'eau, donc je vous réponds que là-dessus. Elles n'étaient pas particulièrement... Je suis d'ailleurs intervenu... Si. Ah, quand même? Si, parce qu'il y a une mission d'information de la délégation collectivité territoriale du Sénat sur les agences qui les accuse de remettre en cause la loi d'avril 2025 sur le transfert des compétences. Vous l'aviez pas dit, et qu'elle ferme le jeu et qu'elle fermerait le jeu à des financements individualisés sur les communes. Donc quelques sénateurs ont ça dans la tête, c'est faux. Et malgré tout, je persiste à dire qu'il faut trouver les meilleurs
niveau de rapport Bien sûr, ça, on l'a coût-efficacité compris, pour ouais. l'utilisation de l'argent public. J'en termine. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, Anne va nous faire le... Vous restez en place, hein, madame, messieurs. Peut-être, madame, si vous me permettez, venez vous asseoir ici pour que vous tourniez pas le dos à Anne Rinert sur le compte-rendu ou le bilan d'étonnement qu'elle nous propose. Est-ce que dans les mois qui viennent, il y a une opportunité à utiliser de quelque ordre que ce soit, ou dans les années qui viennent, qui permettrait, selon vous, de faire avancer notre débat générationnel, démographique? Dans les quelques mois qui viennent, compte tenu du débat actuel sur le plan national... Où année Et puis on arrive dans des échéances électorales au niveau Alors au-delà, c'est pas forcément politique. Donc on va avoir une mutation d'un certain nombre d'élus, on va avoir la recomposition des structures. Je pense qu'il va falloir attendre au minimum 1 an pour qu'il puisse y avoir une réflexion. Et pour vous, c'est pas une opportunité, hein, c'est plus un événement. Ouais. Ok. Peut-être le sujet donc je reste planification, mais le zéro artificialisation net, avec les sujets de renaturation aussi, qui peuvent être utilisés notamment pour pouvoir gérer pas mal de sujets autour de la question de l'eau, de renaturation des zones humides, en amont des espaces urbanisés, de travailler sur les zones d'expansion de crues, de désimperméabiliser là où c'est utile pour retravailler notamment dans les espaces urbains le cadre de vie. Voilà, donc je pense que... Oui. Mais c'est vrai que c'est vécu souvent comme une contrainte, comme une difficulté. Et c'est vrai que toujours pareil, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, ouvre la possibilité de planifier ces espaces de renaturation. Et on s'en saisit, nous, beaucoup avec les syndicats de rivières notamment, parce que renaturer, reméandrer, ça participe à la renaturation. Et souvent, les élus qui travaillent sur la planification ne s'en rendent pas compte. Et donc, voilà, moi, j'aime bien montrer en fait que, regardez, vous le faites déjà. Et peut-être qu'on peut accélérer aussi les choses parce que quelque part, on renature. Et donc, derrière, il y a un sujet de possibilités aussi offertes pour aménager aussi le territoire de l'autre côté. Alors, j'aime les silences et j'aime les applaudissements aussi. Donc, je vous en prie, remercions notre parterre. Et Anne s'est nourrie de tout ce qui s'est passé depuis ce matin. Valérie a une annonce à vous faire, alerte enlèvement. Anne, on vous écoute ensuite. Pardon, Anne, c'est important. Il y a une bague de femme qui a été oubliée aux toilettes des femmes. Ah, ben voilà, c'est bon, c'est réglé. Très bien. Voilà une question et une réponse. Merci encore. Hein. Merci, madame. Voilà, on va s'orienter complètement vers la fin de tout cela. Anne, avez-vous été inspirée de ce jour? Alors, inspirée, c'est vous qui me le direz. Bonjour à toutes et à tous, et dans la salle et à distance, et merci à la SMACL de me confier une nouvelle fois la tâche un petit peu compliquée, mais en même temps très intéressante de faire cette synthèse. En termes d'accroche, on est dans le bon timing parce que lundi 13 octobre, c'était la journée de la résilience, et que ce même jour, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris organisait un exercice d'ampleur pour anticiper et se préparer à la fameuse crue centennale de la Seine qui ne manquera pas d'arriver selon tous les commentateurs. Alors j'ai repris la petite grille de Bruno en l'adaptant un tout petit peu. Fais pas celui qui sait pas. Alors, ce qui, dans un premier temps, a fait l'unanimité. Je vais fonctionner de façon chronologique depuis ce matin, donc peut-être qu'il y aura quelques répétitions, je vais essayer de les éviter, mais tout de même. Ce qui a fait l'unanimité depuis ce matin, tout d'abord, c'est que c'est évidemment un sujet très politique, ces questions d'eau, que c'est un sujet qui est un véritable défi pour l'ensemble des acteurs publics aujourd'hui. Et au sein de ces acteurs publics, on identifie 2 acteurs majeurs, les collectivités territoriales d'une part, et les entreprises de l'eau, qui sont vues comme des acteurs de confiance loin devant l'État. Alors ça, c'est déjà quelque chose qui m'avait frappé ce matin. Troisième point, c'est le rôle important des maires et des EPCI, évidemment, ce qui fait de ce sujet un sujet capital pour les campagnes à venir ou déjà un petit peu en cours pour les élections municipales de mars 2026. Ensuite,
ce qui est ressorti de l'ensemble de vos débats, c'est que c'est bien évidemment un sujet extrêmement complexe, à la fois technique, juridique, politique, organisationnel, sociétal, etc. Et pour terminer, la question que cela pose, et on pourrait continuer longtemps à s'interroger sur ce sujet, c'est la question de l'acceptabilité des mesures qui sont nécessaires à prendre ou qui vont être nécessaires. Ça, c'est ce qui a fait l'unanimité. Ensuite, il y a eu des constats partagés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait l'unanimité, mais enfin, je suis la trame. Voilà. Les constats partagés, c'est que c'est bien évidemment une problématique extrêmement concrète, qui fait appel également à des tas d'autres sujets, vous l'avez montré notamment dans cette dernière table ronde, et puis qui pose également la question du prix de l'eau, la question du partage de l'eau, la question de l'usage de l'eau, et j'y reviendrai de cet usage, à cet usage en toute fin de conclusion. Et là, on peut faire référence, et l'un d'entre vous l'a fait, au conflit qu'il y a eu à propos des méga-bassines il y a à peu près 1 an, je pense. Autre constat, c'est qu'il y a énormément d'acteurs qui sont aujourd'hui soumis à des injonctions qui peuvent être paradoxales ou contradictoires, mais et qui restent également dans une organisation en silo qu'il va falloir décloisonner afin d'optimiser les réponses. Et là, première fois, on peut se poser pour la première fois la question, qui est compétent pour réguler tout cela ? Beaucoup d'acteurs qui ont également besoin de développer une culture du travail en commun, au-delà d'une culture du risque que j'espère ils ont déjà, et puis de développer à tous les niveaux un renforcement des organisations territoriales, sans pour autant les uniformiser, dans la mesure où chaque territoire, on l'a vu avec la personne de Veolia ce matin, chaque territoire a ses spécificités, et ne pas oublier également, dans les constats, ou en tout cas dans les problématiques à venir, enfin pas forcément les problématiques, mais en tout cas les points à prendre en compte, c'est qu'en 2026 vont entrer en vigueur 2 nouvelles normes européennes dans ces domaines. Ensuite, autre question qui a également fait partie des constats partagés, c'est la question de l'insuffisance du cadre réglementaire, la question des responsabilités, sachant qu'il n'y a pas d'organisation nationale gérant, par exemple, lorsqu'on parlait des polluants, les polluants industriels, il n'y a rien de national qui gère cela. Et puis le poids des lobbies de la chimie qui a été également souligné ce matin lorsque l'on parle de la pollution de l'eau. Voilà pour ce qui a fait l'unanimité et pour les constats partagés. D'autres débats, un petit peu moins soutenus, un peu moins développés, mais qui n'en sont pas moins importants. En premier lieu, les problématiques particulières souvent des Outre-mer, qu'il ne faut pas négliger. Les questions de responsabilité à approfondir, on en a parlé un tout petit peu, mais c'est une vraie question, puisqu'on s'est posé la question du pollueur-payeur ou de la victime-payeur, enfin tout à l'heure, enfin ce matin, pardon. Ensuite, quel est le rôle, parce que je reprends ma casquette CNFPT, affaires juridiques, éthique publique, quel est le rôle du juriste territorial dans tout cela, et on pourra le développer juste un tout petit peu après. Et enfin, la nécessité de rendre le consommateur acteur. Ensuite, les phrases fortes, quelques-unes. En tout premier lieu, l'eau est le marqueur du dérèglement climatique. Ça a été dit cet après-midi. L'eau est un fait politique qui est aujourd'hui au cœur des politiques publiques. Pour citer Éric Landau qui n'est plus là, si l'on ne discute pas avec tous les acteurs dans 2 ans, ce sont eux qui vous font des procès. C'est l'environnement qui nous contraint, ça a également été dit ce matin, c'est le coup de panique qui fait bouger les lignes. On l'a vu à l'occasion de différentes crises et pas seulement à l'occasion d'inondations ou de sécheresses. Et puis, pour citer Madame la maire du Fils ce matin, la ruralité est devenue la déchetterie des industries. Je dirais que c'était extrêmement fort comme expression. Ensuite, les questions qui demeurent posées, on va positiver et parler plutôt de chantiers à venir.
c'est évidemment la coordination des acteurs avec un sujet qui bouscule beaucoup les lignes, la question des financements, la question de la cartographie des risques, on en parle dans tous les sujets, mais là c'est une cartographie très très concrète, et là aussi on se repose la question qui est légitime pour réguler et pour coordonner tout cela. Ensuite, la nécessité de rattraper le retard suite au choc de 2022, sécheresse-feu. Comment sortir de cette arythmie climatique? Je crois que c'est également l'intervenante de Veolia qui a parlé de cette explication, avec deux temporalités à gérer, à la fois celle de l'urgence et celle du long terme et de l'adaptation à court et moyen terme. Et puis ensuite, identifier les trajectoires de résilience et les stratégies de résilience à adapter dans la mesure où les solutions existent, mais qu'il faut s'assurer qu'elles soient adaptées et adoptées par tout le monde. Et puis enfin, mais je ne développerai pas, les questions de trait de côte, de ruissellement et de digues qui ont été très rapidement abordées ce matin. Également la différence de traitement entre les grandes et les petites villes qui ont également été soulignées et des difficultés à appliquer toujours à propos de la ville dans les Ardennes, cette petite ville, d'appliquer le principe à la fois de précaution et le principe du pollueur-payeur. Alors la question qui suit, je fais vite, hein. La question qui suit, c'est lorsque je suis de retour au bureau lundi prochain ou demain, enfin peu importe, quelles sont les phrases clés ou l'essentiel que je transmets à un jeune collègue, j'ai envie de dire à un jeune collègue et ou aux juristes de ma collectivité. Alors d'abord que c'est un sujet majeur pour les collectivités territoriales et pour la gouvernance locale et qu'il faut évidemment adapter, décloisonner, préparer, anticiper en se détachant à la fois de l'émotion et de l'impensé afin de pouvoir préparer sans dédramatiser, mais en tout cas en faisant face vis-à-vis de la population à des sujets qui sont certes anxiogènes, mais auxquels il faut se préparer parce que faire l'autruche ne sert à rien, au contraire. Pour le juriste territorial, il a un rôle en amont, en aval, bon, sans jouer sur les mots avec les rivières, etc. Lui aussi doit décloisonner, lui aussi doit aller travailler avec les services techniques. Ça n'est pas que dans ce domaine-là qu'on le suggère, mais en tout cas souvent par le biais des médiations ou du conventionnement. Je crois que c'est Éric Landau qui l'a dit. Et puis vous l'avez dit, Madame, je crois ce matin, c'était agissons sans regret. Voilà, ou cet après-midi. Et puis les chiffres, pour quasiment terminer. Les chiffres, ils sont essentiellement tirés de l'étude Terram qui a été présentée en début de journée. 65% de la population qui est préoccupée par la quantité et la qualité de l'eau. Un tiers de la population qui vit dans une commune directement concernée déjà par ces sujets. 29 petits climats différents avec cette notion des 30 France que j'ai apprise ce matin, je ne le savais pas. 133 mg par litre de sang, c'est la teneur en PFAS qu'a donné Madame la maire Dupuis en fin de matinée, et 98% des masses d'eau qui sont aujourd'hui impactées par les tout petits polluants éternels qui, d'après ce que j'ai compris, n'étaient pas qu'on ne pouvait pas détruire. Voilà. En termes d'ouverture, on peut bien évidemment faire le lien avec la journée de l'an dernier sur la question de l'assurabilité, puisque l'on voit bien que c'est complètement en lien. On peut bien sûr faire le lien avec cette nécessaire culture des risques, les enjeux de sécurité civile, les enjeux d'urbanisme, la nécessité de mettre en place, de réfléchir lorsqu'on met en place un PLUI par exemple, la nécessité de mettre à jour très régulièrement le PCS, le PICS, etc. La nécessité peut-être de renforcer le rôle, ça c'est moi qui le dis, du conseiller municipal référent sécurité civile, qui finalement souvent est moins sollicité, la formation des agents et des élus, ça c'est important aussi, et puis bien sûr faire le lien entre les questions de l'eau et les questions de lutte contre l'incendie. Et puis pour terminer, c'est ma collègue qui me l'a soufflé ce matin, puisqu'on parle de la guerre de l'eau, qu'on a parlé de la guerre de l'eau, citons Manon des Sources, évidemment, qui avait détourné une source pour se venger. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Anne Riner. Luc, au nom de Monsieur Baloge et au nom de vos équipes, est-ce que vous nous promettez quelques
Non, juste pour nouvelles informations ou encouragements. Vous les avez à l'écran, hein, donc c'est simplement pour le prolongement de la journée. Donc les débats ont été enregistrés, merci à l'équipe technique. Donc le replay sera disponible la semaine prochaine. Vous avez le congrès des maires, donc la SMAC sera présente et l'équipe prévention également sur le congrès, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le congrès des maires. Les actes seront publiés chez notre partenaire LexisNexis assez rapidement et ensuite dans une version bonifiée par nos soins, donc en version électronique en début d'année prochaine. Et puis nous aurons donc également la parution du rapport annuel en juin 2026. Juste pour vous inciter également, alors les partenaires, donc on va pas tous les reciter, mais encore un grand merci à eux. Merci également à toute l'équipe technique qui est derrière, qui est les petites mains qu'on ne voit pas, mais qui ont fait encore un très beau travail. Donc, je ne vais pas toutes les citer, mais elles sont derrière et elles sont aussi à l'accueil, donc merci à elles. Et merci, un grand merci aux intervenants qui sont livrés au jeu sous la baguette de Bruno. J'espère que vous avez apprécié ce moment comme nous l'avons apprécié et un grand merci à vous. L'an prochain? Et l'an prochain, alors justement, l'an prochain, il n'y aura pas de colloque de l'Observatoire pour l'année 2026 qui est une année électorale. Et on vous donne rendez-vous. C'est le moment où tout le monde dit oh, merci, parce que là, il faut vraiment vous... Alors, par contre, on vous donne rendez-vous en 2027, en février 2027, et on va basculer donc sur un nouveau calendrier en février 2027 pour le prochain colloque. Mais on vous garantit que l'année prochaine, on vous lâchera pas pour autant. On a prévu quelques manifestations, notamment sous forme de webinaire. Et si vous voulez suivre notre actualité, je vous invite à suivre notre compte LinkedIn. Comme ça, vous pourrez avoir accès à toutes les informations en temps réel. Sans regret. Sans regret, hein. C'est ça. Bon retour à tous. Bon retour à tous. Merci Luc. J'invite l'équipe SMAC à descendre parce qu'on va faire une photo de groupe. Très bien. Au revoir à toutes et à tous. Merci à Jean aussi.